Bonjour à tous, c'est vrai que je vais entamer ce cycle. Alors, Karine Le Matin est venue me voir il y a à peu près 2 ans en me disant, écoutez, voilà, on voudrait que vous participiez à un ouvrage. Moi, je ne m'y sentais pas tellement légitime au début. Je ne travaille pas sur ces questions de philosophie. J'y viens maintenant. Parce que quand on prend de l'âge, on devient de plus en plus vers les sciences humaines et sociales. Au départ, moi, je suis un pur endocrinologue, hein, c'est mon métier de base. Et puis, finalement, je me suis pris au jeu. J'ai eu du plaisir à écrire ça. Puis elle m'a dit, bah, écoute, tu ouvres le cycle de conférences. Et j'ai participé au Sénat avec elle et Chantal Joanneau. Il y avait mon copain Mathieu Ricard qui était là aussi il y a 1 an et demi, donc au premier grand débat en France publique sur cette question de l'animal, avec les questions de droit de l'animal telles qu'elles sont posées aujourd'hui. Pour répondre à la question tout à l'heure, on n'a pas du tout avancé, hein, les connaissances récentes n'ont absolument rien changé au niveau du droit. Le 15 janvier 2015, cette année ça y est, hein, le droit français reconnaît pour la première fois qu'un animal est sensible. Il fallait quand même le faire. Hein. Mais ils sont toujours considérés comme des biens, ce qui, moi, me choque profondément. L'animal n'est pas un bien. Et donc, c'est toujours un meuble, hein, pour la loi française. Simplement, ça a amélioré le point de vue éthique, mais ça n'a rien changé au niveau des pratiques. Et c'est la raison pour laquelle cette loi est passée si facilement, sans une opposition violente, comme on l'a d'habitude, de la FNSEA et des chasseurs. Voilà, le débat est lancé. Vous allez voir que moi, qui suis un biologiste fondamental, donc ça veut dire que moi, je ne fais pas de différence entre animal domestique et animal sauvage. On verra un peu quelles sont, il y a des différences, mais au niveau éthique, pour moi, c'est un animal. Quand on regarde depuis l'histoire, les débuts de l'humanité, comment l'humain a traité ces animaux, c'était rien, c'était des poussières. Je voyais récemment un film sur l'arrivée des premiers humains en Antarctique. Mais c'est d'une violence que vous n'imaginez pas. Et aucun humain de l'époque ne se posait une question. Les manchots qu'ils rencontraient, ils ne courent pas vite, ils ne volent pas, donc déjà, ce n'étaient pas des oiseaux. Puis ils n'ont pas de plumes. Après, on a vu qu'ils avaient des plumes, mais elles sont très particulières. Donc, c'était une matière première. Qu'est-ce qu'a fait l'humain? Avant qu'on décrive les manchots, ils ont été connus pour des recettes culinaires. Les cuisiniers des navires qui abordaient l'Antarctique cuisinaient les manchots. On en a mangé pendant beaucoup de temps. C'est facile à attraper des manchots. Vous avez une manchotière, là, 2 coups de trique dessus, et puis on tue le manchot. Puis à la fin, on avait marre de manger des manchots, donc on commençait à chasser les baleines. On est donc vers... Là, on a avancé, là je vous parle de 1750. Hein. Après 1870, les navires à voile sont remplacés par les navires à vapeur depuis une trentaine d'années. On massacre allègrement les baleines, on effondre les stocks de baleines franches dans l'Arctique. Comme ces bateaux permettent d'aller beaucoup plus loin, hein, que naviguer à la voile, on descend en Antarctique et on commence à massacrer les baleines franches antarctiques. Il en reste peut-être 4% de ces baleines qu'il y avait au début 1800 en Arctique et en Antarctique. Et là, les manchots, on va s'en servir comme matière première pour faire de la graisse. Hein. Donc on va prendre des manchots, les mettre dans des boîtes, les écrabouiller, et personne ne se pose aucune question. Hein. C'est ça la relation du humain à l'animal depuis le début. Hein. Et puis il y a ce mélange de sang et de graisse, puisqu'ils sont super isolés. Ils vivent dans des conditions très difficiles. Cette graisse servait à alimenter les machines, qui servaient justement ensuite après à faire fondre des baleines. Et il a fallu une époque très 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 récente, hein, milieu 20e, pour qu'on se dise attention, les manchots, ils sont quand même menacés. On fait les premières conventions sur l'Antarctique après la Seconde Guerre mondiale. Et les manchots se trouvent protégés, rentrent dans les espèces protégées. On leur donne un nom au manchot, c'est un oiseau particulier, hein, effectivement, qui ne vole pas, qui nage super bien, qui est une bête super intéressante. Et pour clore sur les manchots, aujourd'hui, ils rendent des services fabuleux à l'humanité parce qu'on vient de trouver les premières molécules particulières qui permettent aux manchots de conserver dans leur estomac chaud de l'aliment non digéré. Hein, quand la maman ramène effectivement les proies qu'elle a capturées en mer au large, elle les garde des semaines. Gardez, le manchot c'est un peu moins chaud que nous, ils sont à 35. Gardez à 35 degrés un aliment, pas combien de temps vous allez le conserver. Hein. Ben, ça marche chez les manchots. C'est-à-dire que là, on a des voies de bioinspiration et de biomimétisme extrêmement intéressantes à partir de ces braves manchots qui, les humains disent, ils vont nous rendre service, ils vont être utiles. Et ça va relancer le débat aussi de nuisible et utile. Vous savez que le mot nuisible disparaît des manuels scolaires français en 1966. Alors, je raconte souvent la même histoire. Je dis, les chasseurs parlent toujours d'animaux nuisibles, bien évidemment. Hein. En plus, c'est intéressant, ces animaux étaient là sur la Terre avant les humains. Donc vous savez, la nature a inventé des trucs pour emmerder les humains qui n'étaient pas encore apparus, qu'elles apparaissent plus tard. Donc ils sont nuisibles. Donc cette notion utile-nuisible, abandonnée-là, elle n'existe pas. Pas plus utile non plus. Hein. En fait, l'humain peut tirer parti de quelque chose pour un modèle fondamental ou bien effectivement pour des substances d'intérêt, de nouveaux médicaments, des produits cosmétiques, d'animaux. De plantes aussi, mais on parle d'animaux aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'ils sont utiles. Je vais vous montrer quelques images tout à l'heure où du jour au lendemain, une espèce qui est complètement
jetée parce qu'elle est moche, hein, on veut pas. Vous savez, on sauve ce qui a des beaux yeux bleus, des grands cils et qui est chaud, bien sûr. Hein. Le reste n'a aucun intérêt. C'est l'immense majorité des animaux. Donc, on va réfléchir un petit peu à tout ça. Alors, sur une question, bon, qu'est-ce qu'un animal? C'est à la fois extrêmement facile de répondre, puis horriblement difficile hein, de répondre à une question comme ça. C'est quoi l'animal? Aujourd'hui, on connaît un peu plus de 2 millions d'espèces sur la Terre. 2 millions. N'oubliez jamais que les espèces, c'est le tout. Nous sommes d'abord une planète bactérie, depuis le début. On l'est toujours, on sera demain, quand il n'y aura plus d'humains sur la Terre, on sera toujours une planète bactérie. Donc 2 millions d'espèces, ce sont les bactéries, les protistes, énorme groupe, les protistes, des unicellulaires à noyaux. La Tara Océan vient de rentrer là, de sa mission. Vous avez vu le numéro de Science, mai 2015. Peut-être, en séquence d'ARN dans l'océan global mondial, après 3 tours du monde, il nous ramène peut-être 600 000 espèces nouvelles. Dans l'océan, on n'en connaît que 250 000 aujourd'hui. Donc, bactéries, protistes, ils ramènent 35 000 nouvelles bactéries de leur campagne de 3 ans autour du monde. Bactéries, protistes, champignons, n'oubliez les champignons. Par hectare de terre sur les continents, on a 3,5 tonnes de mycélium de champignons. Un énorme monde. L'humanité ne pourrait pas manger sans les champignons. Les plantes, ce n'est pas un très grand groupe. 350 000 espèces connues, on en trouve, mais pas énormément. On trouve des plantes nouvelles, mais ce n'est pas le groupe qui va amener le plus de connaissances. Hein. On arrive aux animaux. Les animaux, on verra un petit peu ce que c'est. Les animaux, aujourd'hui, sur les 2 millions d'espèces connues, c'est à peu près 1,3 million d'espèces. Donc, dans ce qui est connu, on est bien d'accord, hein, c'est effectivement l'énorme groupe. Et ce sont essentiellement des insectes. De très, très loin. Où qu'on aille sur la Terre, on fait des campagnes de muséums partout. Hein, on va passer à 250 chercheurs, on va la passer 4 mois en Nouvelle-Guinée, on va au sud de Madagascar, on est en ce moment dans la forêt guyanaise, on va en Patagonie. Toujours, où que vous y alliez sur les continents, 55% de ce qu'on découvre, ce sont des insectes. Donc c'est le groupe qui est très très loin. C'est pour ça qu'ils ne sont pas à 4 pattes, ils sont à 6 pattes, hein, les animaux essentiellement. On les appelait hexapodes avant. Les arthropodes sont à 8 pattes, hein, les araignées, c'est des groupes gigantesques. Très très mal connus. Je vous parle de ce qui est connu. Hein. On estime aujourd'hui que sur ces 2 millions d'espèces, on doit en connaître à peu près, allez, c'est peut-être 10% de ce qui existe réellement sur la Terre. Donc, il y aurait 20 millions d'espèces sur la Terre avec nous aujourd'hui? C'est la vraie question qui est posée. Oui. Je regarde depuis 10 ans, ça ne bouge pas. Même depuis 20 ans, on décrit à peu près entre 18 000 et 20 000 espèces nouvelles par an. Donc c'est le rythme actuel. Alors faites le calcul, c'est très simple. Hein. 20 millions moins 2 connus, ça fait 18. Donc il nous faut 1000 ans. Au rythme aujourd'hui de description que l'on a, avec les moyens de la science, moyens financiers, moyens techniques, il nous faut 1000 ans pour simplement faire le catalogue de l'inventaire et l'inventaire des espèces de la planète. Et on sait qu'à la fin de ce siècle, on aura perdu la moitié. Voilà. Donc le challenge est lancé. Et ça, on ne peut pas l'empêcher, c'est trop tard. Les forêts tropicales s'en vont aujourd'hui à un rythme à peu près du quart de la France en superficie par an. 3 gisements au monde, qui sont le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud, et les 2 grandes îles en Asie du Sud-Est que sont Bornéo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, abritent la moitié des espèces connues aujourd'hui. La moitié des espèces du monde sont sur 3 gisements, les grandes forêts tropicales. On va voir, l'océan est beaucoup plus pauvre, pour des raisons qu'on explique très bien d'ailleurs. Alors que c'est lui de très loin qui a le plus grand volume offert à la vie sur la Terre. Donc on va remettre les animaux dans ce contexte-là, on parlera un petit peu de bactéries, mais moins. Hein. Donc c'est quoi un animal et quels sont, lancer le cycle, nos relations entre les humains et les animaux. Alors j'ai appelé plutôt ça que qu'est-ce qu'un animal? L'animal dans la biodiversité. Et ça repose une question qu'on me pose en permanence. J'étais avec Jean-Claude Amezen il y a quelques jours, qui préside le Comité consultatif national d'éthique. Et enfin, le comité s'est emparé de la question de la biodiversité. Donc, à peu près plus d'1 an, il m'avait interrogé. Est-ce que l'effondrement actuel de la biodiversité sur les activités humaines est une question éthique? Intéressant. Pour moi, ça me paraît tellement évident. Donc, on a discuté. Et vous allez voir que c'est là que la question de l'animal va être compliquée, parce que on parle de droit à la vie des espèces, ça ne me choque pas. Ça paraît assez logique quand on parle de chimpanzés, d'orang-outans, même de souris, qui sont les premiers animaux dans l'évolution cognitive de la conscience, ils savent qui ils sont. C'est compliqué après quand on descend en fait, effectivement dans la classification des animaux. Même pour moi, je ne sais pas répondre. Hein. À partir de quel moment? Si je reprends le droit actuel en France, ce sont les vertébrés. Donc les poissons au sens très large, vous savez, ce qu'on appelait les reptiles avant, ça a changé un peu, les amphibiens, nos grenouilles, nos crapauds, bien sûr les oiseaux, les mammifères, 55 000 espèces, ceux-là, ok.
Mais les poissons, c'est très récent. Les poissons sont devenus, pour le droit français, sensibles en 1988. Je m'étais beaucoup battu pour à l'époque. Je travaille sur les poissons, je vous assure que c'est d'une sensibilité inouïe. Ils ont des capacités incroyables de vous comprendre, vous aussi. Ils font des trucs, on en parlera un petit peu, absolument ahurissants. Ils sont très proches de nous, ils ont les mêmes hormones, ils ont une glande thyroïde. Ils ont une hypophyse. Ils ont les mêmes hormones que nous. Moi qui suis endocrinologue, mais c'est magique. C'est là que je vois l'origine de ces hormones qu'on utilise aujourd'hui, nous humains, pour reconnaître nos environnements, pour nous reproduire, pour communiquer, pour grandir. Et donc, on s'est encore battu récemment pour obtenir en octobre 2014 un nouveau groupe dans les espèces dites sensibles, donc auxquelles normalement on ne devrait pas faire de mal. Ce sont les céphalopodes. Les calmars, hein, les pieuvres. Groupe incroyable. On en a au muséum à Paris. Je vais raconter une histoire tout à l'heure sur une petite pieuvre qui fait des choses incroyables à l'aquarium de Monaco. Je trouve des fois beaucoup plus intelligente que certains humains que j'ai autour de moi. Hein. Donc cette pieuvre-là, les céphalopodes sont déclarés sensibles. Ça ne change absolument rien. On les pêche de la même façon, on les découpe en rondelles et vous les mangez dans vos salades de la même façon. Mais elle est reconnue comme étant sensible. C'est vrai qu'elle a un développement neuronal extraordinaire. On parlait de neurobiologie, c'est Annie qui disait ça. On a fait des progrès fabuleux sur leur capacité neuronale à ces céphalopodes. Autre intérêt des céphalopodes, c'est le seul groupe quand même de gigantesques invertébrés. Bon, invertébrés, je sais que mon copain Lecointre n'aime pas ça, mais c'est facile pour parler. Les vertébrés et les invertébrés, c'est ceux qui ne sont pas des vertébrés, ceux qui n'ont pas de vertèbres. Hein. C'est mis comme ça. C'est plus facile de travailler par défaut. Donc un gigantesque groupe qui met tout là-dedans, depuis les éponges jusqu'aux, effectivement, les prévertébrés que sont les acidies. Hein. Le bébé acidie ressemble vraiment à un poisson, il est quasi vertébré. L'adulte ne l'avait plus, il ressemble à rien du tout. L'Amphioxus, qui est un grand modèle sur lequel je travaille, qui est un petit truc gros comme ça, qui vit sur les plages de Banyuls, là où je travaille, il vit dans les plages, c'est vraiment il est très proche, on appelle les procordés, ils sont juste avant. Le récepteur hormonal à l'hormone de croissance et à la prolactine, chez l'Amphioxus, lie les deux hormones. Après, ça va se séparer après chez les vertébrés. Vous voyez que c'est très très proche. Et cet immense groupe d'invertébrés, eh bien, le seul groupe qui là-dedans a été reconnu comme étant sensible, n'est même pas un embranchement, parce que les céphalopodes sont dans les mollusques. Hein. Les mollusques sont les lamellibranches, les bivalves, hein, quand vous mangez des huîtres ou des moules. Les gastropodes, hein, vos escargots, vos ormeaux, hein, bien sûr. Les céphalopodes. Et puis tout ça est venu des ammonites, qui était un groupe gigantesque dans le passé, bien sûr. Eh bien, on a pris simplement un groupe des mollusques qu'on a déclaré sensible. C'est vrai que si on déclare sensible l'huître, bah, ça va poser quelques problèmes, parce que vous la mangez crue, vivante dans la coquille, elle ne crie pas. Je vous assure que sinon, ça limite la consommation de l'huître. Elle hurle une fois dans le gosier. Est-ce qu'elle est sensible? On a tous fait la manip. Mettez un tout petit peu de citron sur le bord du manteau de l'huître. Donc elle est sensible. Quelle sensibilité? Elle n'a pas de cerveau. Ouais, c'est vrai. Le système est très difficile. C'est là qu'on va avoir des difficultés pour dire où est-ce qu'on coupe dans l'échelle de l'évolution, pour dire ben ça, on peut déclarer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais je ne pense pas que personne est prêt à restreindre les activités qu'on va avoir sur des huîtres dans le futur. Et les mollusques, c'est un groupe très évolué dans l'évolution. Hein. Intéressant d'ailleurs, parce que ce groupe est strictement marin au départ, et il est passé sur la Terre, et très 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 peu de groupes marins qui sont passés. Quand vous regardez la diversité des animaux sur la Terre, il y a deux groupes, essentiellement. Les arthropodes, avec mes insectes, mes araignées, mes scorpions, c'est l'énorme majorité, et puis les vertébrés. Il y a quelques trucs en plus, les mollusques, d'eau douce, et terrestres. Très intéressant. Et c'est un groupe qui a aussi bien réussi dans l'océan que sur les continents, à la fois hors de l'eau et dans l'eau douce, les mollusques. Des escargots d'eau douce, les limnés, hein. Vous avez des huîtres d'eau douce, bien entendu, puis vous avez des escargots terrestres, qu'on appelle les pulmonés, ils ont des poumons, ils n'ont plus de branchies, et ils respirent sur la Terre depuis très longtemps. Et c'est ça qui fait la biodiversité animale terrestre. Tout le reste, ce sont des groupes marins ancestraux, dont on n'a même pas idée, on va en voir quelques-uns tout à l'heure. On a classé les animaux dans 31 grands groupes qu'on appelle un phylum, des phyla, 31 groupes d'animaux connus aujourd'hui, depuis les éponges, 12 n'ont jamais quitté. D'abord, aucun n'est apparu sur la Terre. Je veux dire sur la terre ferme, sur les continents. Ils sont tous apparus dans l'océan. Et parmi ces 31, 12 n'ont jamais été capables de quitter l'océan. Donc ça, on le verra tout à l'heure aussi. Ça, c'est intéressant de se poser la question, justement. La vie naît dans l'océan, elle sort de l'océan, à peu près 450 millions d'années, et elle va conquérir, en fait, les continents. Et le rôle des animaux est essentiel. Mais n'oubliez pas quand même qu'il n'y aurait pas d'animaux s'il n'y avait pas eu les plantes et les champignons, hein, et les bactéries aussi. Alors là, je ne parle que d'animaux, mais tout ça est lié. Les premiers êtres vivants, ce sont des cyanobactéries, je vous ai montré tout à l'heure. Donc si on parle d'animaux, ben, j'ai fait ici une petite revue. Je vous ai mis deux écosystèmes
très connu ici. Je vous ai mis un récif ici en Nouvelle-Calédonie, le sud de la Calédonie, dans le grand récif du sud. Là, on peut trouver 5 à 8 000 espèces vivantes par kilomètre carré. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment. C'est le top, qu'on appelle hotspot dans l'océan. C'est-à-dire que là, on a dans l'océan les coins où il y a autant d'espèces par kilomètre carré. Et je vous ai mis ici donc une forêt tropicale humide, c'est la station du CNRS des Nouragues, en Guyane. Là, on peut peut-être trouver 50 000 espèces au kilomètre carré. Des insectes essentiellement, des nématodes, dans le sol, dans les arbres, dans la canopée. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, tout compris, pas que animaux, 1,7 million d'espèces sur les continents et 300 000 dans l'océan. Je rappelle que l'océan est unique. En ce moment, quand on parle beaucoup de la COP, je me bats beaucoup pour ça. Il n'y a pas des océans. One ocean. C'est exactement le même partout. 11 millimoles de potassium, qu'on soit en Patagonie, qu'on soit à Kamchatka, qu'on soit à Brest ou qu'on soit à Marseille. 11 millimoles de potassium. Il y a un océan avec des mers, oui, bien sûr. Les océans, c'est l'humain qui a mis des traits sur des cartes, mais ça ne veut rien dire. Les animaux, ils passent. Il n'y a pas de barrière. Sur Terre, il y a sans arrêt des barrières. Il y a un fleuve, il y a des montagnes. L'humain a fait des ponts, ça change les choses, mais c'était vraiment des coupures très fortes pendant très longtemps au cours de l'évolution. Un océan, aujourd'hui 300 000 espèces. L'ensemble des continents, plus de 1,7 million d'espèces, tout compris. Puis vous y mis quelques gimbases, tout à l'heure que je vous ai trié avant de venir, vous y mis quelques poissons d'eau douce. Une huître, justement, la Crassostrea gigas. C'est ça, quand on met du citron ici, vous voyez, hop, l'animal qui se rétracte. Je vous ai mis un caligo ici, un papillon amazonien. Et puis je vous ai mis une girafe que j'ai photographiée il y a quelques semaines au Botswana. Et mon petit copain, là, lui, s'appelle un tardigrade. Alors, les tardigrades font entre un demi-millimètre et 1,5 millimètre. Tout là, je regardais, il y avait quelques arbres ici dans la cour, là, il y a des sciences, il y a des lichens dessus. On peut aller gratouiller ces lichens. Et là-dedans, dans ces lichens, vous avez des tardigrades. Fabuleux. Tardigrade, on peut le congeler dans de l'hélium liquide. Alors je vous rappelle que l'hélium liquide, c'est le truc le plus froid qu'on puisse manipuler. On est à 7 degrés Kelvin, on est très proche du zéro absolu de l'univers. Ces animaux peuvent vivre dans les vides intersidérales. Il y a beaucoup de théories qui disent qu'ils sont d'ailleurs. Je ne sais pas jusque-là. En tout cas, ils peuvent supporter le vide et ils peuvent supporter les températures les plus basses qui existent dans l'univers, pas sur la Terre. Hein. La température la plus basse sur la Terre aujourd'hui connue, enregistrée, c'est moins 89,4 dans des glaces antarctiques. Et à cette température-là, vous avez des bactéries. Hein. Mon tardigrade, il vit très bien, il est congelé, mais il vit très bien. Il reprend très bien quand il revient à une température classique. Alors quand on l'embête, le tardigrade, ben, écoutez, il perd sa tête, il perd ses pattes, il devient une graine. Et il tient 500 années, 1000 ans. Attends. Pour mettre de l'eau, l'acidité qu'il faut, et ben, écoute, il refait des pattes et une tête, et s'il a une copine, il lui fait des bébés tardigrades. Donc là, vous avez des groupes qui sont... Et ça, c'est vrai aussi pour les œufs de papillons, qui tiennent à ces températures-là. C'est vrai aussi pour les nématodes du sol. Donc on a des groupes d'animaux exceptionnels, leur capacité à se déshydrater. Prenez un coureur du Tour de France, après une grande étape de col, peut perdre 12% de sa flotte, mais le mec, il reste pas grand-chose. Hein. Il arrive au bout du truc, il a réhydraté... C'était, je ne sais plus, un Français, il avait perdu 12 kilos sur une seule étape du Tour de France. Et puis ils ne pèsent pas lourd les coureurs cyclistes, ils font 60, hein, 70, donc ça fait une sacrée déshydratation. Hein. Eux, ils perdent 85% de leur eau. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a des animaux de l'extrême, comme ça, avec des capacités exceptionnelles de régénération. Certains refont très bien leurs pattes, leur queue, leurs membres, certains refont aussi leurs neurones. Il y a une neurogenèse chez les criquets tout au long de leur vie, par exemple. C'est intéressant pour Alzheimer, ça, évidemment. Hein. Donc vous voyez que tout ça pour vous montrer qu'il y a des performances fantastiques. Alors, on peut comparer l'humain à des performances animales, moi je le fais souvent, en étant bien conscient que ces animaux ont été sélectionnés par le système vivant pour des performances particulières dont ils ont besoin dans leur survie. Par exemple, l'apnée du cachalot, 1h30, ou bien 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1h30. Bolt, là, le type le plus rapide du monde, encore battu. Bolt, c'est l'humain qui, depuis que la Terre existe, a couru le plus vite possible. Aucun humain n'a jamais couru comme ça. 9,58 au 100 mètres, calculé, 44 km/h. C'est un chat, voilà, un chat. Le lapin court plus vite que Bolt, hein, 48 le lapin. Je prends Phelps. Phelps, c'est le nageur, le plus fabuleux nageur. Il a des pectoraux comme ça, toutes les filles sont comme ça devant les pectoraux de Phelps. Bah, il nage à 17 km/h. Ça, c'est un poisson super lent, c'est une carpe. Le marlin, il nage à 120 km/h. On me dit, oh, mais pas mettre ça. T'as pas le droit de dire ça, Gilles, c'est pas possible. Il me dit, de toute façon, tu comprends, nous, on sait nager et courir. Je dis, oui, les animaux, il y en a qui nagent, qui courent, et ils volent en plus. Hein. Donc, c'est pour vous ramener à cette question générale de,
Encore une fois, je ne veux pas comparer l'humain à des performances animales. Nous, on est bien pour ce qu'on doit faire. On est même trop bien, puisque quand je vois le nombre de bébés qui sortent tous les jours, ça m'inquiète beaucoup. La question, elle est là, c'est qu'on a un monde animal autour de nous, dont on est profondément issu, on va le voir. Quelle dignité a-t-on? Je me suis rendu compte maintenant, quand on parle de droit de l'animal, moi j'ai revu ma façon de faire, parce que c'est pas la peine en France de se battre pour ça. Je ne pense pas qu'on aura un droit de l'animal. Je pense qu'on aura un droit de la protection de l'animal dans un premier temps. Après, on verra dans 100 ans comment on fera. Parce que les écueils sont trop grands. Hein. Si on veut arriver à quelque chose aujourd'hui... Bon, déjà, on me dit arrêtez de bouffer des animaux, c'est la première question. Est-ce que vous en mangez? Je n'en mange pas beaucoup de viande, mais je mange des poissons, je mange des crevettes. Donc on repose le vrai débat sur ce que doit consommer un humain. Et l'humain est profondément, depuis le début, depuis qu'il est né en Afrique, omnivore. Il mangeait ce qu'il trouvait. Hein. Pensez à un humain il y a 2 millions d'années, 3... qui arrivait sur un cadavre de zèbre abattu par des lions, attendre que les lions s'en aillent, attendre que les hyènes viennent et s'en aillent, attendre que les vautours viennent et s'en aillent, il lui restait quelques bouts de bidoche qui chapardaient dessus. On a vécu comme ça pendant très longtemps. Et on était 20, jamais plus, par endroit. Ce qui veut dire que cette humanité du départ, qui n'était pas encore une humanité, elle vivait avec les moyens du bord, elle mangeait tout ce qu'elle trouvait. J'ai des copains préhistoriens qui me disent, l'homme a appris, moi qui suis effectivement un marin, comme disait Annie tout à l'heure, l'humain n'a jamais pêché avant 50 000 ans. Foutaise. On a des preuves il y a 50 000 ans d'hameçons, de harpons et de filets. Mais il y a 700 000 ans, un erectus qui arrivait sur une plage, il bouffait des huîtres. C'est quand même plus facile à attraper que courir après un rhinocéros. Il y a moins de risques. L'humain, depuis qu'il existe, a bouffé ce qu'il trouvait. Voilà. Et puis, il continue aujourd'hui à faire comme ça. Aller en Chine et bouffe de tout, mais des trucs incroyables. Hein. Bouffer des méduses, bouffer des scorpions. Tas de trucs, on mangera de plus en plus d'insectes. Donc cette relation à l'animal est compliquée, parce que dès le moment où vous commencez à les manger, ça repose effectivement une question éthique générale. Hein. Si on leur reconnaît un droit, on ne peut plus les manger. Alors moi, comme ça, qu'on mange des humains. Des gens qui ont mangé des humains pendant très longtemps. Les premiers Français, il faut le rappeler, trouvés en France à Tautavel, sont quand même des crânes, enfin des ossements humains, mangés par leurs collègues. Hein. Les premiers Français à Tautavel, donc c'est 700 000 la base du gisement, ceux-là ont été trouvés il y a 460 000 ans, ce sont des reliefs de cuisine. Hein. Donc, les premiers Français qu'on ait ont été bouffés par les autres. Et les relations à ce niveau-là entre des animaux, bon, les animaux se mangent entre eux, bien sûr c'est assez fréquent. Quand vous voyez qu'une maman requin, parce qu'elle est ovovivipare, elle met des petits bébés formés dans l'eau de mer, eh bien le vivant, on dit c'est toujours bien fait évidemment, elle jaune pendant 10 jours, simplement pour ne pas prendre le risque de bouffer ses bébés et qu'ils aient le temps de se disperser avant que la maman recommence à manger. Donc, parce qu'elle ne ferait pas la différence. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les poissons incubateurs. Donc, c'est des petits poissons, des tilapias. Les bébés sont dans la bouche de la maman. Donc, ils sont pondus, elle les garde dans sa bouche. Moi qui suis endocrinologue, on a travaillé dessus, donc ça s'appelle la prolactine. C'est l'hormone qui fait la lactation chez les mammifères. Et tant qu'ils font beaucoup de prolactine, le cerveau de cette tilapia, elle garde ses bébés dans sa bouche. Si je bloque la prolactine, hop, elle les avale. Et puis elle les bouffe. Et on voit qu'une maman à côté qui n'a pas de bébé, injecter la prolactine, accepte les bébés de celle d'à côté. Si je bloque le système, elle bouffe les bébés de celle d'à côté. Vous voyez, tout ça est très subtil. Et comment ce monde hormonal, qui est finalement le monde de la relation entre l'extérieur et l'intérieur, gère ces questions particulières. Donc les tardigrades sont un groupe assez exceptionnel, toujours intéressant à suivre. Alors, l'histoire est assez longue. Il faut que je reparte là-dessus pour essayer de vous montrer la limite animale-non animale. La vie. La vie, c'est quoi? Bon, la vie, c'est très simple, moi j'explique souvent. D'abord, quel est le plus ancien fossile que l'on ait dans les collections à Paris? Voilà, ça c'est le plus ancien fossile qu'on ait dans les collections à Paris. Daté 3,45 milliards d'années, 3450 millions d'années. Ce sont des cyanobactéries, trouvées en Australie. Donc là, on a le fossile le plus ancien. On sait que la vie était là un petit peu avant, on a des traces de carbone d'origine organique, on ne sait pas qui a laissé ces traces, mais la première vie qui apparaît, on a un gisement à Aquilia, au sud du Groenland, daté à 3,85 milliards d'années, où ce carbone est d'origine vivante. Donc la vie apparaît, la Terre a 4,6, je vous rappelle, hein, et à 3,85, le vivant apparaît. D'abord que des bactéries. Et ces bactéries, vers 3,45, vont inventer un fabuleux process. Sans elles, on ne serait pas là, tout à l'heure je disais. Qu'est-ce qu'elles vont inventer? Plus beau mécanisme du vivant, la photosynthèse, dans de l'eau. Je dis l'eau, c'est la vie. Tous ici dans la salle, on est fait à 2 tiers de flotte. Hein. Les filles ont un peu moins d'eau que les garçons, c'est comme ça. Et plus on est âgé, moins on a d'eau aussi. Un bébé humain à la naissance, garçon et fille, c'est pareil, c'est 3/4 d'eau, 75% d'eau. Un cerveau humain, c'est 80% d'eau. Donc cette eau, elle est absolument vitale dans le processus. Et dans de l'eau, ces cyanobactéries inventent un système où elles récupèrent la lumière du soleil qui est gratuite. N'oublie jamais que la seule énergie du vivant, il n'y en a qu'une.
c'est le soleil. Il n'y a aucune autre énergie que ça. À part dans les grandes sources hydrothermales ou sans eau, il y a des énergies liées au soufre, très particulières, une autre chimie. Et surtout, une chose que vous ne savez peut-être pas, mais pour moi qui me fascine quand je vois les problèmes de l'humain aujourd'hui, avant que l'humain n'apparaisse sur la Terre, il n'y avait aucun déchet. Les déchets sont une totale invention de l'humanité. La nature recycle tout. Un déchet, c'est quoi finalement? C'est un produit qu'on produit pour lequel vous n'avez pas d'acheteur. Personne ne veut de nos merdes qu'on a faites. Donc ce sont des déchets. Déchets nucléaires, déchets spatiaux, tout ce que vous voulez. Déchets chimiques. Ils ne sont pas biodégradables. Le vivant, c'est pas fait, parce que tout ça, il ne les connaissait pas. C'est la créativité humaine avec sa chimie à lui qui a créé ces molécules. 50 000 molécules nouvelles créées comme ça. Il n'y avait pas de déchets. Dans toutes les histoires actuelles de biorespiration, du biomimétisme, j'écoutais Antoine Frérot hier, le PDG de Veolia au Havre, qui disait justement comment revenir à des recyclages complets de ce qu'on produit. Hein, nos smartphones et tout ça, là, le coltan qui vient des Virunga, là où il y avait les derniers gorilles de montagne, pas de déchets, ça fait rêver. Et si je pousse le bouchon un petit peu plus loin, on a eu un très beau congrès au CIRAD récemment, j'aime beaucoup les gens du CIRAD, je préside son conseil scientifique sur les déchets. Est-ce qu'un clochard dans le métro est un déchet? C'est une vraie question. Et une des définitions, c'est tout objet, je fais exprès de pousser le bouchon, hein, abandonné sur la voie publique. En tout cas, c'est un déchet d'une société, ça certainement. Donc les déchets, vous voyez, c'est une question qui est fondamentale. Donc sans déchets, tout se recycle. Donc je répète, dans de l'eau, il faut de l'eau, sans eau ça ne marche pas, puisqu'on est fait d'eau, la lumière du soleil, le CO2, hein, qui nous empoisonne tant aujourd'hui. Et en échange, je produis de l'oxygène et des sucres. J'ai gagné. Tout est parti comme ça. Et c'est parce que ces bactéries ont saturé l'océan en oxygène, sur entre 3-5 milliards d'années, et puis vers 3-2, ça commence à sortir. Vous savez, c'est de la physique, hein, vous prenez un verre d'eau, je le sature en oxygène. Quand il est saturé, ben, il dégage à l'extérieur, et je commence à accumuler de l'oxygène en dehors de l'eau. Et l'atmosphère terrestre, donc la Terre était idéalement placée par rapport au Soleil, bien sûr, pour cette vie, hein, puisque l'eau est liquide. S'il y a la vie sur la Terre, c'est parce que l'eau est liquide. De l'eau solide, il y en a partout dans l'univers. C'est une des molécules les plus banales de l'univers. Mais elle est solide, elle est froide. Ça veut dire ici que cette eau liquide a permis à la vie d'apparaître. Et puis les sucres, ça y est, c'est parti. Donc la nourriture de base est lancée. Ça, ce sont effectivement ce qu'on appelle les autotrophes, les champignons, les bactéries, les plantes, capables eux-mêmes de produire les substances dont elles se nourrissent. L'animal, c'est celui qui ne sait plus faire ça. Donc des bactéries. Alors, je vous ai mis ici une photo. Ça, c'est les mêmes que j'aurais pu ramasser. J'ai parlé de mes tardigrades dans les lichens de troncs d'arbres. Là. On va voir une flaque d'eau. Il a plu à Paris. Là. On va dans une flaque d'eau ici à côté. J'ai des cyanobactéries. Je vous les ai mises ici. Je les ai prises tout à l'heure. Là. Et vous comparez, elles ont presque 4000 millions d'années d'histoire évolutive différentes, sont les mêmes. Ces premiers êtres vivants de la planète sont toujours dans les flaques d'eau aujourd'hui. Alors après les bactéries, et puis une grande invention dans l'océan, il y a à peu près 2,2 milliards d'années, c'est le noyau de la cellule. Donc on fait un noyau, on sépare un territoire de la cellule du reste, et dans ce noyau se condense l'ADN, hein, sous forme de chromosomes. Beaucoup plus grandes cellules sont beaucoup plus grosses que les bactéries. Et au même moment, vers 2,1, elles capturent des bactéries ambiantes, elles ne les digèrent pas. Ces bactéries vont s'intégrer dans ces cellules et devenir des éléments de la cellule, ce qu'on appelle les mitochondries, qui fournissent de l'énergie. Et les plastes, chez ceux qui savent faire la photosynthèse, permettra d'utiliser la lumière du soleil et avec des photopigments de transformer ça, on a dit, en oxygène et en sucre. Donc premier événement, le noyau. Deuxième événement, la capture de ces bactéries. Le troisième événement, c'est ce qu'on appelle la pluricellularité. Ça veut dire que là, ils vont se grouper pour faire des tissus, des organes. Hein. Le plancton dans l'océan, des bactéries, beaucoup d'unicellulaires, des protistes, j'appelle ça tout à l'heure. Puis après, ils vont se grouper entre eux. Puis ils font des trucs très... Un humain, c'est au moins 700 milliards de cellules, facilement. Donc, et un hérisson aussi, une limace aussi. Donc ça veut dire qu'on va s'organiser comme ça. Et le problème d'un organisme complexe comme ça, c'est comment il communique entre lui. Moi, encore une fois, qui suis endocrinologue, c'est le travail des hormones. Comment le cerveau, en dehors d'un système électrique qui n'est pas spécifique, va commander à mon doigt de pied de bouger, ou à telle partie de mon corps de grandir quand on fait de la croissance chez une petite fille ou chez un petit garçon. C'est ça, en fait, le système. Hein. Il faut qu'on communique. La communication, c'est soit un nerf, soit une hormone, soit l'ensemble des deux qui est génial, ce qu'on appelle une neurohormone, qui est géniale, puisqu'elle va aussi vite que le courant électrique, mais elle est spécifique, elle cible que quelques cellules. C'est ça le vivant. Donc le vivant, c'est quoi dans l'océan? C'est une cellule qui est apparue. Une cellule, c'est quelque chose à l'intérieur, quelque chose à l'extérieur, avec une membrane. Et cette membrane permet d'avoir quelque chose d'un peu différent à l'intérieur et à l'extérieur. Au départ, tout est dans l'eau de mer, je rappelle. Hein. Probablement des flaques d'eau littorale. Et c'est parti, le vivant est parti.
Et dernier fait important, c'est le sexe. Le sexe, c'est à peu près 1,5 milliard d'années, c'est fabuleux. Le sexe a été la plus puissante machine que l'évolution a pu trouver, sans aucun dessein intelligent, pour faire la diversité biologique. Pourquoi? Ici, on est tous issus d'un papa et d'une maman. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça veut dire qu'on est tous différents. On peut bomber le torse, je suis unique au monde, totalement. Je ne suis pas mon frère ni ma sœur, même mon jumeau est différent de moi, on le sait maintenant. Ça veut dire qu'on est unique. Et souvent, on pose la question, mais pourquoi le sexe? Moi, j'ai un tas d'animaux, on va revenir dans les animaux, il n'y a que des filles. Alors, les garçons, ils ne savent pas faire ça, ils ne savent pas faire, il n'y a que des filles. Hein. Il y a des papillons, il y a des phasmes, il y a beaucoup d'insectes, il y a des poissons, il y a des grenouilles qui se mouillent très bien sans sexe. Alors, pourquoi le sexe? Et on voit chez ces populations, chez les papillons, c'est connu, à un moment précis apparaissent des mâles. Ils apparaissent toujours quand ça va mal. Il fait trop chaud, il fait trop froid, on manque d'eau, c'est trop acide. Et ils servent en fait à faire un brassage génétique. Parce que le mâle, réfléchissez un petit peu, ça ne sert absolument à rien. Hein. Le mâle ne sert qu'au moment extrêmement fugace où il délivre à la femelle un tout petit point d'information génétique. Il y a cet énorme ovocyte, ce tout petit ridicule spermatozoïde que le mâle donne. Il n'y en a qu'un qui rentre dans l'ovocyte pour éviter la polyspermie. Et là, tout part. Et on fait un bébé humain, on fait un éléphant, on fait une baleine, on fait une girafe. Vous voyez que c'est Claude Combes qui travaille beaucoup là-dessus. Il disait en fait, moi, mon seul argument biologique à l'existence des mâles, c'est pour nous débarrasser de nos parasites. Pas mal. On peut bomber le torse, les mâles, là, oui, un petit peu. Hein. Oui, parce que quand vous avez une femelle qui se clone en fille, je fais des filles, de filles, de filles à l'infini, ben, si un parasite a trouvé un système pour contourner mes barrières, je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Alors que si un mâle arrive, je brasse mes gènes, nouveaux gènes, nouvelles protéines, et je trouve les astuces qu'il faut pour me débarrasser de ce parasite. Et ben, l'évolution a continué. On montre quand même aujourd'hui pourquoi est-ce que le sexe, dans ce cas-là, reste plus nombreux que le non-sexe, parce que simplement, on montre qu'on évolue beaucoup, beaucoup plus vite. C'est compliqué, vous savez, le sexe c'est compliqué, et le sexe a commencé chez les bactéries, bien avant de démarrer chez les autres. Hein, chez une bactérie, c'est pas très branchant, vous ne grimpez pas au rideau, hein, vous avez simplement une verte, une jaune, on fait un transfert latéral de gènes, mais c'est extrêmement puissant au niveau de devenir de ces bactéries qui vont justement régénérer des brassages de gènes intéressants. Et voilà pourquoi une bactérie, c'est très difficile à qualifier en espèce. On a beaucoup de mal. Hein, parce qu'une bactérie, elle passe son temps, tous les jours à faire ça. En fait, fixer une bactérie, c'est plus long que faire une girafe. Donc vous voyez qu'on est sur des systèmes très particuliers où le sexe va être la clé des systèmes. Et les animaux, bien sûr, sont surtout essentiellement des espèces qui se reproduisent, mais qui sont capables de le faire sans sexe quelquefois. Alors tout a commencé dans l'univers il y a longtemps. Vous vous rappelez ces images ici du télescope Hubble il y a quelques années, il y a 4 ans. On nous montre une image de l'univers 400 millions d'années après le Big Bang. On pleure tellement c'est beau. Ça, c'est intéressant parce que quand on questionne les gens dans la rue, on peut aller tout à l'heure à la Cité des Sciences, et dire aux gens, alors quelle science, on n'aurait plus de sous en France, on met de l'argent que dans 2 sciences. La médecine et l'astronomie. Intéressant, hein, ça sert absolument à rien l'astronomie. Mais c'est génial. Ça nous fait rêver. Et l'humain demande toujours la même chose, il faut promouvoir les sciences médicales, oui, parce qu'on va être malade et tout, on pourra reparler après, et puis l'astronomie. Je dis pas, quand je dis que ça ne sert à rien, je pousse un peu le bouchon. Mais ce n'est pas la chose qui amène effectivement à un développement immédiat. Des techniques extraordinaires, bien sûr. Et bien c'est là, dans des explosions de supernova dans l'univers, qu'apparaissent nos atomes, en fait. Hein. Au départ, les très légers, l'hydrogène, bien sûr, et puis plus tard d'autres. On est sur un monde de carbone sur la Terre, on pourrait imaginer autre chose, tout à fait, pour le vivant. Hein. Et puis, le sodium, moi je travaille énormément là-dessus, je me suis beaucoup intéressé à la sortie de l'océan. L'eau de mer, c'est du chlorure de sodium. Partout, depuis au moins 100 millions d'années, la composition de l'eau de mer n'a pas changé. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a un seul océan, et pas 50. Je parle du large, je ne parle pas des eaux côtières. Hein. Elles changent puisqu'elles sont brassées avec des eaux douces locales. Donc là naissent nos atomes du tableau de Mendeleïev. Et voilà une jolie histoire, c'est la météorite d'Orgueil. Alors voilà un truc intéressant, parce que c'est vraiment moche, hein. Un caillou noir comme ça, le plus gros fait 11 kilos. On a retrouvé les coupures de journaux de l'époque, on est en mai 1864. Toulouse est illuminée par une pluie de météorites. Des lumières dans le ciel, des couleurs tombées du ciel, comme ils disaient à l'époque. Hein. On les ramasse dans des champs à Orgueil, un petit village du Gers. On va en oublier dans des caisses à oignons pendant 100 ans, d'autres qu'on va arriver dans les collections à Paris. Mais par contre, on va les analyser que très très récemment. Et ça, c'est fabuleux parce que on va les passer. Donc, rue Buffon, vous avez les plus puissantes machines actuelles en géochimie qui existent au monde, qu'on appelle des nanosondes. Et là, grâce aux isotopes du chrome, on date ce caillou 4,6. Ce caillou est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Voilà. On a un morceau de caillou de l'époque où se formaient le Soleil et la Terre. Et pendant 4,5 milliards d'années, il n'est pas sorti du système solaire.
Il tombe dans un champ, on l'oublie, on l'a ramassé, hein, on le ramasse, on l'oublie, on l'étudie, et on raconte une histoire incroyable. Et c'est le rôle de la recherche scientifique ou d'un grand musée, c'est d'expliquer des choses, raconter des histoires à partir d'objets apparemment sans aucun intérêt. C'est là qu'on va se heurter à la relation homme-animal, apparemment sans intérêt. Voilà, la vie est née là-dedans. Et je vous ai mis la composition d'eau de mer ici en bas. Ça, c'est tellement stable qu'on a à Copenhague, on a un cylindre d'eau de mer ramassé en 1864 à 300 mètres au large des îles du Cap-Vert dans l'océan Atlantique. C'est l'eau de mer universelle. Elle ne change pas. Elle n'a pas changé. Et justement, en ce moment, on commence à se poser des questions liées aux activités humaines. Et puis, la vie sort de l'océan. Et pour sortir de l'océan, elle sort forcément par les littoraux. Et ça, on l'oublie. On a eu un grand colloque sur les littoraux récemment à l'Université Pierre et Marie Curie au mois de juin. C'est quoi le littoral? Aujourd'hui, 60% des humains vivent sur le littoral du monde. Cherchez les grandes villes du monde qui ne sont pas au bord du littoral. Paris, d'accord? Chicago, Moscou, toutes les autres sont au bord de la mer. Ce n'est pas du tout le fait du hasard. L'humain adore. On va à la plage, on va se promener, on aime être au bord de la mer. Le problème, c'est que cette frange, je vous ai mis une image du récif Franchement ici en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Là, vous avez quelque chose qui vous montre justement cette barrière, cette limite, cette frontière entre l'océan et puis les continents. Et ça, ce que j'ai mis là, eh c'est votre sang en ce moment. Regardez. Qu'est-ce que fait dans votre sang? C'est intéressant quand même. Qu'est-ce que fait dans votre sang du potassium, du sodium, des chlorures, une pression osmotique qui correspond à un peu moins de 1/3 d'eau de mer. L'eau de mer est 1050. Partout la même, 1050 partout. Intéressant. Qu'est-ce que dit votre sang? Eh bien simplement, il raconte l'histoire de la sortie de l'océan il y a 450 millions d'années. Et ça, c'est là que mon combat, si vous me connaissez un petit peu, c'est de baisser, j'ai deux ennemis, l'arrogance et la cupidité. Cette arrogance de faire croire que l'humain est sorti d'un système particulier. On a des ennemis très forts, hein, les créationnistes. En ce moment, les transhumanistes. Demain, les réenchanteurs de risque. Hier, j'étais à un colloque au Havre où ils m'ont fait dresser les cheveux sur la tête en géo-ingénierie. Hein. Ils veulent nous coller du fer dans l'océan austral, des particules dans l'atmosphère pour réduire les effets du changement climatique. Quelqu'un a quand même dit, un Américain hier, on a deux solutions. Ou l'homme s'adapte au changement, ou nous, on va adapter la Terre. Diantre. Première chose, jamais une femme dirait une telle connerie. L'arrogance, elle est d'abord masculine, clairement. La cupidité, c'est les deux. Elles sont aussi cupides que les garçons. Comment on fait, dans ce contexte général, pour... Parce qu'en fait, l'écologie, ce n'est pas du tout un mouvement politique, c'est du bon sens. Elle n'est pas de droite et de gauche. Comment on s'organise tous pour vivre en harmonie, ici, avec nos animaux? C'est ça la vraie question qu'on pose dans cet ouvrage qui va sortir. Qu'est-ce qu'un animal? Alors, c'est intéressant ici. Là. Bon, alors dans la classification des animaux, ça commence aux éponges. Alors, pour un biologiste, la définition est très simple. Vous reprenez toutes les définitions. C'est un être vivant métazoaire, donc il est formé bien sûr de beaucoup de cellules, ce n'est pas unicellulaire. Élaboré, oui, c'est ce que ça veut dire. Hein. La plupart du temps mobile, oui, effectivement, un loup ça court, un chat ça court. Un corail, il nage quand il est petit, la larve nage emmenée par l'eau, puis se fixe une fois pour toutes. Ce qu'on appelle sessile, et la mer a des milieux très intéressants. La mer a ce qui ressemble apparemment au comportement des mélanges de plantes et d'animaux. Le corail, il y a longtemps, a été imaginé comme étant minéral. C'est une plante, hein. La gorgone était une plante. C'est un parfait animal, bien sûr. Hétérotrophe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il cherche son alimentation à l'extérieur. Hétérotrophe. Il ne fait pas de photosynthèse. Il y a des cas extrêmes en biologie, il y a toujours des questions pour confirmer la règle. Il y a quelques cas d'espèces. Elles ne sont pas autotrophes, mais n'empêche qu'elles abritent au sein de leurs cellules des cellules qui leur permettent d'assimiler, hein, comme une plante. Donc, il se nourrit de matière organique qu'ils trouvent à l'extérieur. Voilà la définition, elle est très simple, la définition au départ. Après, on peut discuter pendant longtemps de ce qu'on met là-dedans, bien sûr. Hein. Donc, ils sont apparus quand? Un peu moins de 1 milliard d'années, dans l'océan. Avant, il n'y avait que des unicellulaires, de toute façon, on a vu, hein, donc des protistes, et il y avait des bactéries, bien sûr, hein, il y avait des micro-champignons. Qu'est-ce que ramène Tara, là, récemment? Des micro-champignons, des levures en quantité et des micro-algues. Voilà, unicellulaires. Ça, c'était la vie pendant très très longtemps dans l'océan. Et là-dedans, de ces animaux, à partir d'un groupe qu'on a appelé plus tard les primates apparaissent vers à peu près 55 millions d'années dans l'histoire de la vie. Eh bien, il naît quelque part en Afrique, ça c'est formel. Ça gêne certains, mais maintenant, la génétique est formelle. L'humain est africain.
Quand on vient raconter des conneries du style l'homme africain n'a pas d'histoire, comprenez que ça nous gêne, nous chercheurs. Hein. L'humain est africain, tous. C'est nous qui avons blanchi, c'est pas eux qui sont devenus tout noirs. C'est comme ça que ça s'est passé en migrant vers le nord. Donc, l'humain est en Afrique, Homo sapiens né en Afrique, on en est sûr, et quand il rencontre en Europe, il rencontre Néandertal qui était déjà là. Il y a peu de guerre du feu, hein, mais n'empêche qu'on sait qu'ils se sont croisés, puisqu'on retrouve des gènes de néandertaliens dans les sapiens d'aujourd'hui. Vous avez vu récemment, à grands coups de publicité, cet Anglais qui dit « J'ai trouvé une nouvelle espèce d'homo », c'est pas vrai, c'est un australopithèque, mais ça fait rien. Ça fait de la pub. Chaque préhistorien veut son espèce à lui, alors il a donné un nom. C'est toujours pas daté. Alors moi, je leur ai dit, j'étais toujours sur France Inter, j'ai dit, tant que j'ai pas la date, hein, je vais être extrêmement méfiant sur. Puis on sait, maintenant, j'en parlais beaucoup avec copains cette semaine, c'est un australopithèque un peu particulier, mais c'est pas un nouvel homo. Peu importe, de toute façon. Hein. Ça, c'est les querelles de chercheurs. Ce qui a dire, de toute façon, c'était tellement buissonnant et tellement en continuité que je ne sais pas dire ça commence là, ça finit là. On ne sait pas faire ça, en fait. Hein. C'est très buissonnant. On va essayer de vous montrer ça. Dans 3 semaines, on va réouvrir le musée de l'homme au Trocadéro. Vous venez le 17 octobre prochain et là, on raconte l'histoire de l'humanité. C'est le seul musée au monde dédié à cette histoire-là aujourd'hui. Donc on racontera cette histoire, effectivement. Voilà, et ben, l'humain sort effectivement de ces chaînons-là particuliers, très buissonnants. Alors, quand on regarde l'humain, revenons à notre... Moi, je suis physiologiste, hein, je vous disais tout à l'heure, endocrinologue. Bah, on est totalement animal. Hein, on respire comme les animaux, on boit, on mange, on a un métabolisme et des comportements similaires. On fait des câlins, on se bat, tout ce que vous voulez. On a des comportements totalement animaux. Donc on arrête de nous dire, nous, on est à part. Alors, par contre, je n'irai pas pousser le bouchon plus loin en vous disant qu'on n'est qu'un animal. Ben non, on en parle ensemble aujourd'hui. Mais nous sommes profondément animal dans notre physiologie. S'il y a des médecins dans la salle, ils le savent très bien. Après, on verra comment on peut voir ceci. Et je vous ai mis 2 images que j'ai faites il y a un mois en Afrique. Là, il y avait 2 jeunes mâles de lions qui venaient tuer un buffle. Et ma panthère, elle avait monté le cadavre de l'impala dans les branches et elle avait gardé les viscères au sol. Donc effectivement, vous avez des prédateurs, vous avez des proies. Mais quand on a voulu mettre en exergue les travaux de Darwin en disant c'est que de la compétition, non, pas du tout, c'est pas vrai. Darwin parle beaucoup plus de symbiose. Rappelez-vous tout à l'heure, hein, mes eucarya, mes grosses cellules, qui capturent des cellules, elles les ont pas bouffées. Elles les ont intégrées en elles-mêmes, elles ont utilisé leur capacité pour faire une symbiose. On est beaucoup plus fort en symbiose qu'en compétition. Donc cette économie actuelle de compétition qui est absolument sans sens va nous amener à des systèmes extrêmement dangereux. Ce ne sont pas des systèmes qui existent de façon fondamentale dans le vivre. Elles existent, mais pas du tout avec cette acuité qu'on veut bien leur faire croire aux gens, en fait. Hein. Donc nous sommes animaux dans nos physiologies. Bon, ça, vous n'allez pas dire ça, simplement, c'est qu'aujourd'hui, quelles sont les différences qu'on fait entre l'animal, évoluer, les grands primates et l'humain? Alors, une des grandes différences qu'on appelle le langage déclaratif, c'est le fait qu'un enfant humain, regardez un bébé, enfin, qui a un petit peu grandi, d'abord, vous regardez au début un enfant, c'est assez génial de faire la manip, moi je la fais toujours, c'est avant 2 ans, ils ne savent pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ça marche à tous les coups, c'est super joli, vous voyez une petite fille qui a une sœur ou un frère, tu as une sœur? Oui, j'ai une sœur. Est-ce que ta sœur a une sœur? Non. C'est à 100%. Hein. Et puis il y a un moment où ça change. Et là, le petit enfant dit, ah bah oui, bah quand même, cette question, si moi j'ai une sœur, elle aussi a une sœur. Mais ça, c'est pas avant 2 ans. Hein. Donc on a comme ça des moments précis dans l'histoire de l'évolution de la cognition chez l'humain. Et ces enfants racontent des histoires très vite, dès qu'ils parlent, ou même avant avec des gestes. C'est-à-dire c'est la capacité à raconter quelque chose qu'ils voient sans qu'on le leur demande. Aucun animal ne fait ça, c'est pas connu. Même chez les chimpanzés, chez les gorilles, chez les orang-outans. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Le second aspect, il est développemental. On a élevé, il y a des gens assez fous qui ont fait ça, rappelez-vous l'histoire de Nîmes, cette horrible histoire, cette femme qui a élevé au sein, sur un sein, un bébé chimpanzé, sur l'autre, un bébé humain. C'est très mal terminé, cette histoire. Dans les années 75, on croyait encore que les chimpanzés élevés comme des humains seraient des humains. C'est pas comme ça. Pas tomber d'un travers à l'autre, bien sûr. Hein. Et donc là, on montre que le développement cérébral, à 2 ans, la croissance du cerveau est totalement terminée chez le chimpanzé. Chez un petit homme, à 4 ans, il est loin encore d'être fini. Donc l'humain a un développement cognitif et cérébral beaucoup plus long que chez les grands singes proches de nous. Et je vous rappelle que si je prends que l'ADN codant, hein, qu'est-ce que ça veut dire hein? Quand on séquence l'ADN codant entre un chimpanzé et un humain, on a à peu près plus de 2% de différence dans les séquences. Là, on va avoir Néandertal bientôt. On a réussi à avoir suffisamment d'ADN bien conservé à 100 000 ans sur des fossiles italiens. On aura le génome de Néandertal, il va être à 0,8% des différentes sapiens de nous aujourd'hui. Donc c'est très très proche, n'empêche que les comportements sont différents, bien sûr. Donc ça veut dire qu'ici, on revient à la représentativité,
C'est les travaux de la tache sur les chimpanzés. Vous savez, vous leur peignez une tache rouge sur le front, ou bleue, comme vous voulez, hein, et vous les mettez devant une glace. Le chimpanzé, immédiatement, se frotte la tache. Les gorilles ne le font pas. Certains le font, mais pas tous. Les gorilles qui ont appris à parler le font. Et récemment, une manip qui m'a bouleversé, une pie, on prend les autres pour des cons, hein, une pie. On a mis une magnifique tache jaune sur ses plumes. Alors, comment ça s'est effacé sa tache tout de suite devant une glace? Elle savait que c'était elle. Un chien, c'est vraiment tout con. Hein. Mettez un chien devant une glace, il va aboyer pendant des heures devant sa glace. C'est pas lui, c'est un chien. Et tout ça, c'est pour montrer qu'au cours de l'évolution, on voit que c'est très subtil tout ceci. Comment est-ce qu'on fait ça? On a fait des manips sur les chiens et les loups, les chiens et puis les chimpanzés, c'est intéressant. Le chimpanzé en test cognitif pur est bien plus intelligent qu'un chien, mais le chien sait faire des choses que ne sait pas faire le chimpanzé. La manip qui consiste, par exemple, je vous scrute, hein, comme ça, là, pendant quelques instants. J'ai un chien et un chimpanzé qui sont là. Le chien a vu immédiatement que c'est vous que j'ai scruté. Le chimpanzé n'a rien vu du tout. Ça, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Ça veut dire que la coévolution entre ce loup devenu chien, parce que le chien était un loup, évidemment, hein, a fait que la permanence de la relation entre l'humain et ce loup devenu chien fait qu'il y a des connivences particulières qui fait qu'il peut faire des choses que ne peut pas faire un chimpanzé. Donc, comment tout ceci, bien sûr, a bien se développer? Parce que finalement, quand on pousse le bouchon très loin, là, avec les travaux récents qu'évoquait Annie tout à l'heure, plus on cherche les différences, moins il y en a, hein, entre un chimpanzé et puis un humain. Hein. Debout, ouais, on est tout le temps debout, et puis on parle. C'est la seule différence qu'il y a. On parle, ça c'est une vraie question. Eux communiquent, mais ils ne parlent pas comme ça. Et parler, il faut revenir à une chose fantastique. À mon avis, tout a basculé le jour où l'humain a domestiqué le feu. Il y a 800 000 ans, les premiers foyers attestés de feu allumés par des humains, c'est 800 000 ans. C'est à la fois en Asie du Sud-Est et dans le Sinaï. Des humains allument, mettent le feu pour dominer, entre guillemets, l'environnement. Très bien. Et ces gens-là, ils se parlent le soir au coin du feu quand ils ont domestiqué le feu. Et tout va changer là. Ils ont un oscilloïde. On voit le volume céphalique de l'humain augmenter considérablement. Ils se racontent des histoires, hein, de celui qui a été piétiné par un rhinocéros ce matin, il lui manque un bras. Et ça va les socialiser. Le feu prolonge la lumière du jour. Le feu prolonge la capacité à lutter contre le froid. Tous les 100 000 ans, il y avait des graves crises de glaciation. Il faisait moins 40. Ils ne seraient pas sortis d'Afrique sans le feu. Ensuite aussi, le feu durcit les épieux de chasse et de guerre. Beaucoup plus tard, ils verront que le feu permet de faire cuire les aliments. Cuire un aliment, c'est intéressant parce qu'en fait, d'abord, quand vous mangez un morceau de viande qui a 3 semaines sur un cadavre de zèbre, vous avez intérêt à le cuire, hein, c'est sûr, sinon ça se finit très mal, mon histoire, là. Et puis surtout, vous mangez beaucoup moins d'aliments cuits que crus. Donc quand il y a des grandes disettes, comme c'était le cas à l'époque, ben, c'est super intéressant. Et c'est là que probablement la différence homme-animal va commencer à se faire. Là. Alors là, je reviens à comment on considère l'animal aujourd'hui. Donc la loi, le régime juridique l'appelle, effectivement, il dit « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Alors c'est là qu'on a pour nous des années de travail, c'est quoi la sensibilité, hein? On pourra en parler avec vous tout à l'heure si vous voulez. Sous réserve de loi qui les protège, les animaux domestiques, les animaux sont soumis au régime des biens. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord du tout. L'animal est toujours considéré comme un bien, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est là, effectivement, qu'il faut qu'on fasse un progrès. Imaginez les lobbies puissants en face, parce que ça, si je pousse encore une fois le bouchon plus loin, ça veut dire qu'on n'a plus en manger. Donc on est sur des systèmes qui sont très, très particuliers. Et la vraie question, c'est comment, si on les élève, comment les élève-t-on? Pourquoi faire? Vous vous rappelez mes manchots tout à l'heure, on les crabouillait pour en faire du jus. Sans aucune vergogne, sans aucune culpabilisation, on ne se posait même pas la question. Donc voilà dans quel débat on est aujourd'hui. Alors c'est pareil, là c'est juste pour montrer quelques exemples particuliers de faits découverts récemment en cognition. Et je vous ai mis ici que ces animaux, en fait, ils savent tout faire, en fait. Hein. Ils savent offrir des cadeaux à leurs belles, ils savent coopérer, procéder à des alliances interespèces pour chasser, ils savent innover en permanence, climatiser leur habitat. Les termites, j'étais en Afrique il y a quelques semaines, parfaite climatisation, bien meilleure que n'importe quel climat inventé par les humains. On s'en a inspiré d'ailleurs pour faire un immeuble au Zimbabwe qui est complètement en énergie, pas besoin d'énergie, hein, ça marche très bien. Les termites savent faire, ils savent être en deuil, ils savent faire des barrages, les castors, ils savent jeter un filet sur une proie, ils savent assister une congénère durant son accouchement, ils savent faire la guerre, regardez les chimpanzés, ils savent communiquer, se soigner par les plantes, tricher, ils trichent merveilleusement bien, ils comptent. On a vu des cas d'animaux qui ont un sens de l'équité incroyable. Et si jamais vous êtes injuste, mais ils font la grève. Des chimpanzés, des macaques, ne supportent pas la justice. Et ça, on l'a bien vu, parce que vous donnez un cadeau à celui qui a rien foutu, c'est horrible pour celui qui a fait le beau travail pour son truc. Et ils se fâchent très très fort. Donc,
Tout ça, ça veut dire que franchement, vous dites, quand vous creusez tout ça, vous vous rendez compte que la différence, il ne reste pas grand-chose finalement au bout de compte. Hein. Alors après, ils s'adaptent à leur milieu. Ces petits moineaux découverts récemment à Montpellier, le type, il arrivait avec sa voiture au péage de Montpellier et il y avait un petit moineau qui venait avec des asticots, il chauffait les asticots sur le capot de la voiture, il repartait avec. Et tout le temps le même. C'est quand même bizarre, donc on a arrêté le comportement. Et on s'est rendu compte, on a retrouvé le nid du petit moineau en question, et ces petits ne mangeaient que des asticots cuits sur les capots des voitures. Il avait horreur des asticots crus. Et ça, c'est fantastique, parce que ça veut dire que il a utilisé les humains, ils amènent des voitures toutes chaudes, là, on a roulé, on vient nous de je sais plus où, d'Auxerre ou de Paris, on a un capot tout chaud, hop, on cuit l'asticot, c'est parfait. Beaucoup plus digestible, je vous rappelle. Hein. D'ailleurs, les chimpanzés qu'on a à Sébitoli, les chimpanzés qui n'ont jamais vu, bien sûr, ces conditions-là, on leur offre souvent à des bébés abandonnés, parce qu'on ne les touche pas normalement, mais là, on en a récupéré, ils sont désespérés, la maman a été coupée en morceaux par les braconniers. Vous leur offrez de la viande cuite ou crue, ils choisissent tout de suite la cuite, bien sûr. Hein. C'est bien meilleur, alors que, bien sûr, ils ne le font pas. Là, il y a des cas fabuleux aussi, par exemple, où ils montent ces loups en Colombie-Britannique qui ont commencé à manger des saumons. Les loups ne mangeaient jamais de saumon. Mais se rendent compte que courir après un cerf, c'est quand même un peu dangereux. Les saumons se défendent beaucoup moins bien, ils mangent des saumons. Ces singes japonais qui ont appris un individu au départ hein, à laver ses aliments, tous les singes de l'archipel japonais, pour cette famille, ce groupe de macaques-là, lavent leurs aliments. Ensuite, on a les cas effectivement d'animaux qui ont prévu des tremblements de terre, ça c'est magique. Hein, ça. Ce qui s'est passé au Chili encore hier, là, lors du grand tsunami de 2004 à Sumatra, tous les animaux avaient prévu le truc. En Inde, les éléphants s'étaient retirés de la côte. Donc effectivement, des distances de migration incroyables, ils prévoient les tempêtes, et bien sûr ils se déplacent pour y échapper avant qu'on arrive l'événement. Hein. Ils font grève pour ceux qui justement n'aiment pas l'iniquité, ils s'immiscent entre des belligérants pour les séparer, certains se fondent incroyablement dans leur environnement, les formes moléculaires, vous avez des trucs, une menthe filie de Java, c'est une feuille. Et on pousse le vis jusqu'à avoir des petits champignons qui ont bouffé la feuille, hein. Ça marche génialement bien. Un petit gecko de Madagascar, passer 50 fois de vent, il faut qu'il bouge pour... Alors tout ça, c'est... Alors bien sûr, je ne parle pas d'intelligence, je parle de capacité à répondre à leur environnement. Performance physique, j'en ai parlé un peu. La vitesse d'attaque de la squille. J'étais avec Jacques Perrin hier, puisqu'il a sorti son dernier film, Saison. Une pure merveille, allez-y. Il montre dans Océan, le film précédent, la squille de mer sur les côtes d'Asie. Elle attaque à la vitesse d'une balle de fusil. Le vivant a trouvé ça. C'est le maximum qu'on puisse atteindre, effectivement, par des mécanismes vivants. Le rythme cardiaque de la musaraigne. Vous avez une idée ? 1400 battements à la minute. Mes copains cardiologues ne me croient pas. Et ils ont fait leur calcul, ils me disent, écoute, physiquement, c'est possible. Et bien, le vivant a trouvé ça. 1400 battements à la minute. Ça ne vit pas 50 ans, une musaraigne. Ça ne bouffe pas de la salade, hein. N'empêche que ça... Et ça a 18 millions d'érythrocytes par millicube de sang. Ils ont beaucoup, beaucoup plus de globules rouges que nous. Donc on a des cas absolument extrêmes, fabuleux. Hein. Et ça, je vous ai mis donc, le temps d'amener du cachalot, 1h30. La vitesse de course chez le guépard, 110, 120 chez un marlin. Le faucon le plus rapide du monde a été mesuré, chronométré à 389 km/h. Ça, c'est la vitesse d'un avion qui est en train d'atterrir à Roissy, 400 km/h. Hein. Donc vous voyez que l'oie, elle vole à 9000 mètres. Elle vole aussi haut qu'un Airbus. Et puis vous avez ce fabuleux, le martinet à ventre blanc, qui a été mesuré en vol, décollage, atterrissage, 200 jours sans arrêter. Il pèse un peu moins lourd à l'arrivée, il est comme au coureur du Tour de France. Hein. Mais il a volé 200 jours. Une Cermatique a fait 35 000 km de migration. Chaque année, il refait ça. Donc encore une fois, je rappelle après les sortes de Bolt et puis de Phelps, hein, on est sur des systèmes qui sont exceptionnels. Tout ça mérite quand même de l'intérêt, de la reconnaissance, de l'admiration, de l'émerveillement et donc de l'amour. C'est ça qu'on oublie aujourd'hui, en mettant l'humain sur son piédestal. Et ça, on le refuse, bien évidemment. Quand vous voyez des pratiques d'élevage industriel aujourd'hui, c'est à pleurer. De toute façon, quand on bouffe des pizzas à la tomate qui n'ont pas de tomates, hein, eh bien, on mange des trucs qui sont absolument immangeables. Vous ne mangez que du stress. Et croyez-moi, ça ne vous fait pas de bien. Hein. Vous ne pouvez pas manger de poulet industriel qu'en manger, ça c'est clair. Ça, on est sur des choses qui sont très particulières. Donc tout ça, c'est... Où est ce respect? Qu'est-ce qu'on a perdu aujourd'hui? L'harmonie avec le vivant. C'est un peu le but de ce livre. Alors maintenant, on va revenir à une question qu'on me pose tout le temps, et que Jean-Claude Amezen m'a posée au comité d'éthique, et qui m'empoisonne toujours. Moi, je n'ai pas la réponse, et je comprends qu'on me la pose. On me dit, OK, Gilles, on te suit là-dessus, mais dans ce cas-là, ça commence où ton histoire d'animal sensible, donc à reconnaître comme un animal sensible dans l'ensemble des animaux?
Et notre problème à nous, c'est qu'on a classé les animaux dans un énorme groupe de 1,3 million d'espèces connues aujourd'hui. Des éponges, les coraux, hein, les gorgones. Là, je vous ai mis les groupes, certains vous les connaissez même pas. Hein. Ça sont les groupes qui n'ont jamais quitté l'océan. Vous connaissez les échinodermes, hein, les oursins étoiles de mer. Vous connaissez les tuniciers, les acidies. Mais qui connaît ici les siphonophores, les kétoniates ou les cténozoaires? Ce sont des groupes animaux qui ne sont que marins, qui n'ont jamais été capables de quitter l'océan. Et c'est incroyable, hein. Regardez les cycloiophora ici. Alors ça, c'est des trucs de scientifiques. Hein. Les cycloiophora, on connaît dans tout le phylum 2 espèces. Ils vivent sur des dents de homard en Norvège. Alors je dis à mes collègues du muséum, enfin, allez voir les dents de homard en Nouvelle-Zélande quand même, parce qu'il y a peut-être d'autres cycliophora au monde ailleurs. Et puis des trucs incroyables, on ne sait pas où les mettre. C'est marin, évidemment. La vie apparaît dans l'océan. Il reste des groupes très ancestraux dans l'océan, bien sûr. Les phoronidiens, les brachiopodes, ils ont quasi disparu, mais il y en a encore un petit peu. Il y a eu 12 000 espèces connues au Paléozoïque. Il en reste 441 espèces connues aujourd'hui. Les échinodermes, 14 000 connus aujourd'hui, au moins, minimum. C'est les oursins étoiles de mer. Un groupe fantastique, jamais pu quitter l'océan. Et je reviens à mes céphalocordés tout à l'heure, mes hémicordés, mes tuniciers, qui sont ici. Donc on a des groupes qui sont que marins et qui n'ont jamais quitté l'océan. Alors là, évidemment, ça pose la question. Ces groupes ancestraux-là, ce sont des animaux, indiscutablement, pour un physiologiste et un biologiste. Mais est-ce qu'il faut effectivement leur donner un droit à l'existence? Je dirais que moi, éthiquement, je donne à tout le monde. Hein. Moi, je suis un défenseur du vrac. Je ne veux surtout pas faire de séparation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc cette vie, elle sort de l'océan, elle passe par les grandes forêts du Carbonifère, entre parenthèses qui donnent le charbon actuel. Qu'est-ce qu'on brûle aujourd'hui en énergie? C'est la biodiversité du passé. Hein, c'est les arbres, ces grands arbres du Carbonifère. Et notre pétrole, c'est quoi? C'est notre phytoplancton océanique déposé au fond de l'océan qu'on récupère, fait entre 250 et 25 millions d'années. Donc on ne fait qu'utiliser du vivant qui existait. Je disais récemment au maire de Millau qui me disait on a construit à Millau le plus bel ensemble jamais fait par les humains en France, le viaduc du Millau. Bon, moi je veux bien, hein, pourquoi pas. Il est totalement fait grâce à la biodiversité passée et actuelle. Sans biodiversité, il n'y aurait jamais de viaduc du Millau. Hein. Les cols, les ciments, les haubans, l'oxydation des métaux, tout ça c'est du vivant sur la Terre. Et aujourd'hui, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce vivant qui est né sur la géodiversité antérieure, on a vu ma météorite tout à l'heure, remarque le minéral. On connaît à peu près 5000 espèces de minéraux, un peu moins aujourd'hui, 4988. Aujourd'hui, quand je vous parle, là, il y aura peut-être un nouveau demain. Les 2 tiers n'existeraient pas sans les vivants. Ça veut dire que sans les bactéries, et nous, comme on tient debout, on a des os. Notre squelette, c'est une merveilleuse organisation d'harmonie entre un monde minéral, le carbonate de calcium qu'on dépose, et puis les cellules vivantes. Le corail, son squelette, une coquille d'œuf. Les coquilles d'huîtres qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on est totalement imbriqué sur ce monde minéral qui était là avant. Alors des crises, on en a connu. Les animaux nous permettent de les discriminer, ces crises. Hein. On ne connaît pas grand-chose avant 800 millions d'années. Vraiment pas grand-chose, ce qui veut dire que, je regarde l'heure, ouais. On est sur quelque chose où on se dit, bah, la vie est partie, elle a eu le bon goût d'inventer à cette époque-là les cuticules, les coquilles, le coquillage, et puis aussi les squelettes et les carapaces. Donc on a des fossiles, avant on n'a pas grand-chose. Hein. Donc depuis cette époque-là, on a compté 60 crises du vivant, dont 5 majeures. Chaque fois, on voit les barrières ici marquées par des céphalopodes, des ammonites. Ici, c'est la fin de l'ère primaire, début de l'ère secondaire. Ben, les vertes avaient démarré un petit peu avant. C'est les seuls qui vont être capables de survivre et de faire toute la biodiversité par la suite. Celles-là disparaissent entièrement. Sur les oursins, c'est pire. Hein. 2 espèces d'oursins passent de l'ère primaire à l'ère secondaire. 2. Myocrinus. Alors c'est fabuleux parce que ces trucs, effectivement, aujourd'hui on connaît à peu près 700 espèces d'oursins différentes sur la Terre. Donc ces 700 espèces d'oursins actuels viennent tous des 2 qui ont passé la crise entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Et n'oubliez jamais une chose, tous ici dans la salle, nous humains, nous croyons sortis du tout le reste, pourquoi on est là aujourd'hui, cet après-midi, ensemble, au même endroit? C'est parce qu'il s'est passé des événements dans le passé qui, s'ils n'étaient pas survenus, feraient qu'on ne serait pas là aujourd'hui. S'il n'y avait pas un dinosaure à point bleu qui avait croisé une femelle à point rouge il y a 150 millions d'années, on ne serait pas là aujourd'hui. On est tous les résultants d'une histoire. C'est ça les vivants. Hein. On est sur un système, à ce qu'on appelle, nous, la contingence en évolution. Ça, c'est vraiment, il faut que vous compreniez ce terme, c'est fondamental. C'est quoi? C'est un événement qui se produit, qui est extrêmement important pour le futur, aurait très bien pu ne pas se produire. Pensez à un accident de la route pour une famille, par exemple. Hein. Ils partent ce matin à 8h24, ils sont aplatis par un camion à 15h32 à tel endroit.
Ils seraient partis 5 minutes avant, l'événement pouvait très bien ne pas survenir, leur vie aurait totalement été changée. Cette contingence, elle est partout. C'est pas vraiment. On parle du hasard. C'est ça la contingence. Un événement qui se produit très important pour le futur aurait très très bien pu ne pas arriver. Et ça, c'est ce que dit Edgar Morin pour essayer de réfléchir un petit peu sur le futur que l'on aura demain. Donc les animaux nous servent à déceler ces crises. Donc l'humain, comment l'humain s'est différencié des animaux, domestication du feu, on l'a vu. Le néolithique, là on invente l'agriculture et l'élevage. On va parler un petit peu d'élevage. Il y a 12 000 ans. Et puis la machine à vapeur va tout changer. On passe encore l'animal, hein. On passe du cheval animal au cheval vapeur. James Watt invente la première locomotive en 1784. Tout ceci a amené un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen à définir le terme d'anthropocène, hein, la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus, moi ce que j'avais toujours étudié, la longueur du jour, le sel de l'océan, la température, mais la présence de l'humain sur la Terre, une espèce parmi les 2 millions connus, qui en plus a eu le culot de s'appeler Homo sapiens. On conclura là-dessus. Alors l'humain, bien sûr, il a progressé grâce à sa technologie. Hein. C'est pour ça qu'il est sorti de ce système-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Encore 40 kilos tout mouillé face à un lion. C'est ridicule, l'humain. Il était bouffé tout le temps par les prédateurs. Hein. Il faut arriver à 50 000 ans pour que les humains soient capables de se débrouiller contre ces prédateurs. Première invention, c'est l'arc et la flèche. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous tuez à distance. Ça change tout. Essayez de tuer un cochon avec un biface, vous verrez le résultat. Essayez de faire ça tout à l'heure. Hein. Prenez un caillou dans la main là, et tuez-moi un sanglier. Il a ses chances, ce sanglier, vous pouvez me croire. Hein. C'était comme ça pendant très longtemps. On invente l'arc et la flèche, les propulseurs un petit peu avant la lance. Et là, vous tuez soit un prédateur, soit une proie à distance. Et puis on continue. On va inventer la roue. On peut porter des choses très lourdes sur de grandes distances. Là, on est près vers 6000. Et puis on invente les routes, les villes. On invente les moulins à air, et puis la poudre noire, terrible invention, la poudre noire. En Chine, des jeux, il y a 1300 années, la poudre noire. Quelle est la plaie mondiale aujourd'hui? Je rentre d'Afrique. Tous les chefs d'État africains que j'ai vus me parlent de Boko Haram. C'est le plus gros danger aujourd'hui. Boko Haram, ce n'est pas un individu. Hein. Ce sont des gamins de 12 ans qui ont des flingues, des kalachnikovs, en quantité. On passe dans un village, on viole toutes les femmes. Comme on n'est pas capable de s'affronter à une armée régulière, on revient la semaine suivante, on refait la même chose dans l'autre sens. Quand Rocard disait, en fait, l'humain revient à la barbarie. Et chaque fois qu'on revient à la barbarie, qui trinque en premier, c'est toujours les femmes, les enfants et les animaux dont on parle aujourd'hui. Donc on est sur un système qui est extrêmement préoccupant. C'est ça le problème aujourd'hui. La poudre noire, puis après on invente les vaccins, les avions, les matières plastiques, les ordinateurs. Tout ça, c'est la courbe d'évolution de l'humain qui explose. Allez sur Internet, il y a un site qui vous montre les bébés qui apparaissent par rapport aux gens qui décèdent. C'est effroyable. Depuis que je suis né, on a multiplié la population humaine par 3 sur la Terre. Pour moi, une des grenades a été Hiroshima. J'avais fait un papier dans Le Monde au début du mois d'août, si vous l'avez vu. En fait, l'anthropocène, il commence là. L'humain a des moyens du niveau des grands systèmes extérieurs que sont un impact de météorite ou bien une éruption volcanique ou une rencontre de continents. Et à cette date-là, on commence à faire des bébés. Les femmes commencent à faire beaucoup de bébés. Parce qu'on avait commencé au néolithique. Au néolithique, les femmes ont commencé à avoir beaucoup d'enfants. Et on sait maintenant que c'est parce qu'elles ont commencé à faire des bébés que l'humanité a dû s'arrêter et qu'on a inventé agriculture et élevage. Sinon, on serait resté comme on était avant. Et quand on n'est que nomade et qu'on sait que ramasser, cueillir, chasser, un peu plus tard, on a vu pêcher, bah ça ne permet pas d'avoir beaucoup de bébés, ça. On est 20. Donc c'est une question qui est essentielle dans les discussions qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Et on me dit, mon ami Lebrun, je l'ai vu l'autre jour, qu'un des meilleurs démographes français, avec Gilles Pizon, nous dit aujourd'hui, la Chine va être dépassée par l'Inde. Avant le mois de juin 2016, le pays le plus peuplé sera l'Inde. Et rapidement, on dit la Chine sera plus le numéro 2, ça va être le Nigeria. Où est-ce qu'on va les mettre? C'est une vraie question. Et regardez nos réfugiés actuels dont on parle. Il n'y a que la moitié qui sont de pays en guerre. La moitié sont syriens et libyens. Les autres ne sont ni syriens ni libyens. Donc le mal-être global qui est lié au changement climatique aujourd'hui et aux problèmes de désastres agricoles que l'on a fait ailleurs commence à se faire sentir. Et là, la réaction est très claire. Hein. Je vous disais, je suis allé dans ces pays avec Madame la ministre en mois d'août. On nous dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Afrique alors que la France souffre? Je dis, c'est très simple. Soit on est capable d'aider ces gens-là à être bien chez eux, soit nous, on ne sera plus du tout bien chez nous. En fait. Il
Il y a une vraie communauté. En plus, l'Afrique, on l'a beaucoup abîmé nous-mêmes. Alors, on a un peu de reconnaissance à avoir vu vis-à-vis des peuples africains. L'Afrique australe, le Namib, le Kalahari, le Sahara plus au nord, grandissent tous les jours. Il ne pleut plus. Ces gens-là sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre. C'est 1,6% pour l'Afrique australe. C'est 1,6% pour l'Amérique du Sud, à part le Brésil. Le Vanuatu, ils n'émettent rien. Ils ont pris des tempêtes mesurées comme jamais on a vu, 380 km/h en avril 2015. Il a plu au Chili, fin avril 2015, dans des zones où il tombe à demi-millimètre d'eau par an. Les glaciers des Andes ont perdu en 40 ans ce que les glaciers européens ont perdu en 3 siècles. Et après, on veut dire que l'humain n'a rien à voir là-dedans. Encore l'arrogance, encore d'un mal, encore. Hein. Donc vous voyez que tout ça, il faut le prendre en compte. Et voilà les humains aujourd'hui. Il y a un papier qui est sorti hier matin, d'ailleurs j'ai fait une radio et 2 télés depuis avant-hier matin, sort ce rapport du WWF sur l'état de l'océan, qui nous dit, voilà, ils avaient fait le même rapport il y a quelque temps sur les continents, ils nous disent, voilà, ils suivent en fait 4000 populations de vertébrés un peu partout sur la planète. On a perdu, alors je pèse bien mes mots, ce ne sont pas des extinctions. Je pense qu'il faut oublier un peu la question de l'extinction. Pour moi, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Il le sera peut-être demain, mais ce n'est pas un problème. Il y a eu des grandes crises dans le passé. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est l'effondrement des populations, qui pourrait à terme amener des extinctions. Mais au niveau d'une vie humaine, on ne les voit pas, les extinctions. Si, ce qu'on éteint, c'est quand on arrive à 1 kilomètre carré de forêt tropicale où vivait le champignon 32, que là, il est éteint. Mais si, moi qui suis un marin, depuis 4 siècles, on connaît quoi? 20 espèces disparues en mer. Et parmi les 20, il y a un petit coquillage en Hollande. Et maintenant, il n'y en a plus parce qu'il y a des vaches dans des champs. On a fait des polders, donc il n'y a plus ce coquillage, une petite porcelaine. La rétine de stellaire, la grande vache marine, a disparu parce qu'on l'a massacrée. Mais c'est des cas très particuliers. Ce qui est préoccupant pour nous, c'est l'effondrement des populations. Les thons rouges, la morue, un bel exemple. On ne fait pas disparaître la morue en 92. On effondre le stock de Terre-Neuve, qui est le plus beau stock de morue du monde, que raconte Pierre Loti dans Pêcheurs d'Islande. 500 années d'harmonie de pêche à la morue. 4 chalutiers industriels détruisent le stock pour toujours. La morue n'a pas été éteinte d'ailleurs. N'empêche qu'elle n'est pas revenue à Terre-Neuve. Le thon rouge, on lui a sauvé les nageoires, là, mais de ras de la culotte, en 2011. Hein. On n'aurait pas pris ces mesures-là. On me dit, il n'y a pas de surpêche en Europe, je l'ai arrêté. Si on ne s'était pas battu, nous, chercheurs écologues, je ne parle pas des écologistes, je parle de chercheurs écologues, pour le thon rouge, il n'y en aurait plus. Et ils me disent, bah oui, vous aviez raison, on n'en aurait plus. Donc il faut bien que le collectif, ce qui ne veut pas dire que justement des mouvements ONG n'ont pas à venir, au contraire, ils sont là pour signifier des choses. Donc ça veut dire que tout ça mis en place doit nous faire réfléchir à nos relations. Et je vous ai mis ici un poulpe. Alors lui-même vit dans des villes. La biodiversité maintenant est venue en ville. Je vous ai mis un poulpe, là, parce que j'aime beaucoup le poulpe. Donc la céphalopode classée dans les espèces sensibles. En fait, on était à Monaco il y a 2 ans. Et on avait dans l'aquarium de Monaco, on avait une série de bassins. Il y avait un poulpe dans un bassin. Et puis on avait les coquilles Saint-Jacques, 3 ou 4 bassins plus loin. Et à un moment, tous les soirs, on revenait le lendemain matin, les coquilles étaient ouvertes et il n'y avait plus rien à bouffer dans la coquille. Il y a un type qui vient la nuit nous bouffer la coquille Saint-Jacques. Donc on va faire le guet. Et ben, c'était fabuleux. Il y a le poulpe, à 11h30, tout le monde était couché, qui sort de son bassin, qui traverse sur le sol, qui monte dans le bac des coquilles, qui les bouffe, qui redescend, qui revient dans son bassin et qui tire le couvercle sur la tête. Voilà, c'est ça. Alors là, je ne mange plus, c'est fini, je ne mange plus de céphalopode, je ne mange plus de calmar, je ne mange plus de poulpe. Alors ça, oui. Alors là, c'est pour ça que plus on les étudie, il y a tout à ce qu'on disait au niveau cognitif de ces animaux. Puis regardez l'œil d'un poulpe, c'est beau à pleurer. Il y a des beaux yeux d'humaine, j'aime bien les beaux yeux bleus avec des grands cils, mais allez, je dirais que c'est aussi beau un œil de poulpe. Je ne regarde pas autour, je regarde que l'œil. C'est magique, c'est de l'or. Et puis ces animaux qui sont très particuliers. Et les ammonites qu'on a vu tout à l'heure, qui marquaient les différences entre les étages, sont bien sûr du même groupe. Regardez ça, la relation, l'harmonie humain-animal. Chauvet, 37 000 ans, plus de 2 fois plus vieux que Lascaux. Lascaux, c'est 17 000. À Lascaux, vous avez les plus belles peintures jamais faites, en qualité, parce qu'il y a des pigments. Mais il n'y a que 4 espèces animales à Lascaux. Le plus beau bestiaire, il est là, il est à Chauvet. 12 espèces. Qui dessine comme ça, ici, dans la salle? Qui dessine comme ça? On est dans une grotte, il y a 37 000 ans, pieds nus, fait noir. On a du charbon de bois, de l'ocre rouge. Une grotte. Elle est grande, elle fait 300 mètres de long, c'est une belle grotte géologique. Et dans certains endroits, pas n'importe où, on dessine, sur un trait. Dessinez-moi une tête de cheval comme ça, ou bien une tête. Regardez ces lionnes. Les plus grands artistes du monde ont travaillé dessus. D'ailleurs, on travaille avec des artistes en ce moment, c'est très important pour moi d'avoir aussi des articles et des scientifiques mélangés. Mais ils en pleurent. La facture de l'œil de cette lionne, elle a la proie dans l'œil, en fait. Hein. Or, elle n'est pas devant lui. Hein.
ou devant elles, moi je me crois que ce sont des femmes qui ont pas, pourquoi pas après tout, hein. Ils les ont vues une semaine avant, ou la veille. Il y a plus de rhinocéros à Chauvet que dans toutes les grottes ornées du monde parce que les rhinocéros disparaissent à 22 000 ans. Lascaux, c'est 17. Il n'y a plus de rhinocéros quand on fait les dessins à Lascaux. Le premier dessin animé de la planète, regardez, il relève la tête sur rhinocéros. Là. Et c'est Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller, là je suis avec eux l'an dernier. J'ai eu la chance d'aller 2 fois au Chauvet original. Vous en pleurez à chaque fois. Hein. Puis j'ai vu le Chauvet réplique là, cette année, puis je voulais voir comment c'était fait, c'est pas mal fait. Il révèle au monde cette pure merveille, qui est une merveille de l'humanité. Panthère, hyène, il y a même un mille-pattes. Ça, c'est la grandeur d'Homo sapiens il y a 37 000 ans. Donc si on est capable de faire ça, je me prends à croire qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui pour les questions qu'on aborde. Ça s'est fait par un amour fabuleux de ces espèces-là. Parce qu'ils ne les mangent pas, les lions. Hein. Le lion n'a pas été une proie pour les humains. Hein. Il y a un papier qui vient de sortir, là, je n'aurai pas le temps, mais juste une seconde, je vous dis, il est sorti il y a 15 jours dans Nature, qui compare la prédation humaine, donc la pêche et la chasse, aux prédations des grands prédateurs de la planète. C'est super intéressant. D'abord, nous, on tue des carnivores. Eux, ils ne tuent pas des carnivores. Il n'y a aucun animal qui bouffe des lions. Nous, on tue des carnivores. Donc, déjà, on écrète différemment les populations, et puis on le fait sans discrimination. Eux, ils tuent un vieux rhinocéros ou un vieux zèbre qui court moins vite que les autres. Nous, on tue tout. On a un flingue, 300 mètres, balles blindées. Ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens en France. Hein, en France. Vous vous rappelez l'histoire du lion Cécile il y a quelque temps, là. Hein. Eh bien, en Namibie, c'est possible. Au Botswana, non. Mais en Namibie et au Zimbabwe, où s'est passé l'histoire du lion, vous pouvez aujourd'hui mettre 20 000 € sur la table et avoir le droit, invité dans 2 ans et demi, de tuer une girafe à 300 mètres. Que des mâles encore. Il n'y a pas de femmes qui font ça. Donc, on revient à ces questions particulières. Au Botswana, alors là, moi, le président du Botswana, je l'aurais embrassé, je lui ai serré la main, j'étais très ému. Il a quand même dit, en avril 2015, les éléphants chassés en Angola, chassés au Zimbabwe, chassés en Zambie, chassés en Namibie, qui rentrent au Botswana, sont des réfugiés politiques. Tout type pris avec un flingue, en train d'abattre un animal sur le territoire de Botswana, sera immédiatement abattu par l'armée. J'en rêve. Bon, quelques soucis quand même maintenant, on travaille avec eux, avec l'ONCFS, parce qu'ils ont un petit peu trop d'éléphants. Et quand les éléphants sortent de l'Okavango, ça va dans l'Okavango, mais quand ils sortent, croyez-moi, les paysans autour, un éléphant, c'est plus d'1 tonne par patte. Hein. Donc les barrières ne tiennent pas, donc il y aura des choses à faire de régulation de population. Pour l'instant, c'est très compliqué, mais on pourra le faire avec eux. C'est ça, en fait, le système. Quel monde politique on met en place pour respecter ces animaux? Voilà, ben ça c'est tous les trucs d'alerte qui sortent. En 40 ans, donc, WWF, on a éteint 52% des espèces. Animaux marins, animaux terrestres, animaux d'eau douce, tous les vertébrés. On démarre, je me rappelle qu'on démarre en 70. Hein. Ça, c'est 70-2012. Ben voilà. À une vitesse effroyable. Encore une fois, ce ne sont pas des extinctions, je pèse mes mots. Hein. Ce sont des effondrements du nombre d'animaux dans les populations animales. Qu'est devenu effectivement les éléphants nains? Que sont devenus les éléphants nains de Méditerranée? Le pigeon migrateur, le pingouin arctique, le dodo. Le dodo, on le découvre en 1690. Un siècle après, le dernier est tué, massacré. En plus, ça avait un goût affreux, ce truc, ça ne se mangeait même pas. Hein. On n'a même pas un seul dodo naturalisé, tellement on s'en fichait complètement à l'époque. C'est l'époque où on tue tous mes manchots en Antarctique. Et puis le Beiji, 2007, ça c'est hier, ça, on était là. 2007, le Beiji, le dernier, est tué en Chine, à Wuhan. Vous me direz, mais on s'en fout, ton Beiji, on ne savait même pas qu'il existait, ton Beiji. Ouais, n'empêche qu'il avait inventé une fabuleuse écolocalisation parce qu'il vivait dans un fleuve tellement chargé en particules qu'on ne voyait plus ses doigts quand on mettait sa main dans l'eau. Les yeux ne servaient à rien, il avait un fabuleux système de sonar. Parti. J'ai vu le dernier, en plus, ils l'ont raté, naturalisé le dernier Beiji, il est tellement moche, c'est un morceau de cuir qui traîne dans un couloir de musée à Wuhan. On n'a pas à Paris. Tous ces animaux de grotte que j'évoquais sont tous disparus. Sur une époque récente, les mammouths, il n'y en a plus. Alors, ceci a amené une question posée il y a quelques années, puis qui est reprise très forte en ce moment. Il y a un papier sorti en juin 2015 qui dit, voilà, oui, nous démontrons formellement, nous scientifiques, qu'on est en train de mettre les conditions d'une 6e grande crise d'extinction en place pour des questions de destruction et de pollution, de surexploitation des stocks, de dissémination d'espèces partout, et enfin de climat qui change. Voilà, ben, le défi, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà les 7 plaies. Alors, mon discours n'est pas là du tout pour vous désespérer. Je suis quelqu'un qui est optimiste, au fond de lui-même, tout le temps. J'aime les humains. Je ne suis pas la deep écologie qui veut revenir à Gaïa avec une terre sans humains. Simplement,
Je vais bien reconnaître un thème de donneur d'alerte. Hein. Ce qu'il faut qu'on retrouve, il y a 4 mots moi, que je trouve, c'est tuer la cupidité et l'arrogance. Ça veut dire beaucoup plus d'humilité, donc une certaine sobriété, et d'autres qui le prônent très bien, mieux que moi. C'est beaucoup plus de partage, beaucoup plus, donc humilité et partage, retour à l'harmonie. Ça, c'est absolument fondamental. Si on veut retrouver... Ce n'est pas une histoire de disparition de l'humain, c'est de garder du bien-être sur la Terre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on combatte? Productivisme agricole, clair. On peut faire. Il y a des gens qui savent faire sur la Terre d'autres agricultures que les hautes doses de pesticides, d'insecticides. Deuxième, l'eau. On peut beaucoup mieux gérer l'eau. On oublie qu'on est fait de flotte, c'est pas fait pour laver sa bagnole. La pêche, surpêche. Moi, je suis tout à fait pour la pêche. C'est très intéressant quand on s'attaque, quand on pêche, la renouvelabilité. Au contraire, lui tire des ressources gratuitement de stock qu'il n'a pas à réensemencer. Mais surpêcher, c'est la pire stupidité. On tue la poule aux œufs d'or. Ce qui se passe aujourd'hui. On peut faire. Déforestation. On peut arrêter de couper les forêts tropicales. Il disparaît, je vous répète, le quart de la surface de la France par année. À ce rythme-là, il n'y aura plus 1 mètre carré de forêt tropicale à la fin de ce siècle. Brésil, Indonésie, Malaisie, le bassin du Congo. Nouvelle-Guinée maintenant, il commence en Nouvelle-Guinée. La biodiversité s'effondre. Ben, sauvons-la avec nous. Quoi? On va voir. On pollue tout partout. Et on s'empoisonne nous, bien sûr, hein, évidemment. Hein. L'humain était quand même capable de faire 5 continents de plastique sur la planète. Et la seule plaie pour laquelle il est trop tard, c'est le climat. Ça, c'est foutu. C'est parti. Attention, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Mais on aurait dû s'y prendre avant. Pour éviter le changement climatique, il fallait commencer il y a 100 ans. On ne l'a pas fait. Ce qui veut dire que le CO2 qu'on a émis là, il est encore pour quelques centaines d'années dans l'atmosphère actuelle. Si on arrêtait aujourd'hui, on en a encore pour un certain temps, d'émettre du CO2. Donc là, il y a 2 choses. 1, limiter les dégâts. Le rôle de la COP21 à Paris, c'est limité à 2 degrés. On ne condamnera jamais, mais on va essayer de faire le mieux possible. Et deuxièmement, nous adapter, nous, au changement climatique. Et pas faire ce qu'a dit l'Américain hier, où on va adapter la planète au problème de l'humain. C'est comme les économies, je leur dis, moi l'économie, bien sûr que l'humain, il faut une économie. Mais adaptons l'économie à l'écologie. Pas à l'inverse. Faire coller l'écologie à leur économie stupide, ça ne marche pas. La vie, elle a 4 milliards d'années, leur économie, elle a 150 ans. Arrêtons. On revient à l'arrogance que j'évoquais tout à l'heure. Alors voilà, quand on veut sauver les animaux et la biodiversité, je montre ça. Regardez comme c'est beau. Là, la ministre, elle en pleure. Elle dit, qu'est-ce que c'est beau. Président de la République, le Premier ministre, mais vous avez raison, professeur, on va vous aider. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous voulez sauver celui-là, il est merveilleux, c'est fantastique. Mais il y a aussi cela. Ah! Alors le député du coin, il me dit, attention, il me dit, professeur, vous voulez quand même pas sauver ce truc-là, quand même, dites-moi. Je dis, mais on dit que c'est le plus moche. Le poisson globule. La femelle globule est aussi moche que le mâle. Ils font des bébés moches, mais ils s'aiment quand même. Et le poisson globule, il a son rôle dans l'écosystème. On dit, mais quand même, oh, c'est pas possible. Ce truc, c'est vraiment trop laid, il faut pas qu'on le garde. Alors, je vous raconte son histoire à lui. Il s'appelle le rat taupe nu. Et c'est en 2005 qu'un collègue, un des grands cancérologues français qui m'appelle, de la Pitié, il m'appelle au muséum, il me dit, Gilles, tu connais le rat taupe nu? Je dis, oui, je sais que ça existe, ce truc, ça existe dans des terriers au Kenya. Il me dit, bon, écoute, est-ce que tu sais l'élever? Je vais bien essayer, on peut tout élever au muséum, on peut essayer d'élever le rat taupe nu. Et ben voilà. Du jour au lendemain, ce truc, c'est un rongeur. Un rongeur, ça vit 2-3 ans, vous savez très bien. Celui-là, il vit 50 ans. Il ne fait jamais de cancer. Et on va devenir un laboratoire mondial en France, du laboratoire sur le rat taupe nu, pour comprendre pourquoi il ne fait jamais de tumeur. Et du jour au lendemain, ce truc hyper moche, qu'on aurait jeté à la poubelle, on aurait tiré la chasse d'eau, devient une star de la recherche scientifique. Donc quand on me dit, moi, on me dit souvent, mais Gilles, allez, dis-nous ce qu'il faut qu'on sauve là. Hein. Les nuisibles, tout ça, les machins, ceux qui puent, ceux qui sont pas beaux, ceux qui piquent, ceux qui sucent, on n'en veut pas. Eh ben non, en fait, il faut sauver le vrac, parce que la biodiversité, si c'est pas que... Pardon, oui, c'est ça la biodiversité, en fait. Voilà. C'est ça la biodiversité. Et voilà pourquoi qu'on arrête de nous dire, c'est un travail d'écolos, bobos, qui pensent qu'à de pays riches, ça n'a pas de sens. La biodiversité, ou on est capable de la garder avec nous, ou nous, on sera super mal. On n'est pas là pour sauver... Elle s'en fout, la planète. On la gratte un peu, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est le bien-être de l'humain sur la planète qu'il faut qu'on garde avec nous aujourd'hui. Et voilà le combat qu'on a ensemble. Si j'enlève ici le nickel des couverts là, et le verre des bouteilles, ce n'est que de la biodiversité. Et encore, pour faire le verre, on chauffe, on utilise des énergies fossiles. Sans le vivant, on n'aurait pas pu le faire. Donc tout est biodiversité.
Vous grattez une coude de Cantal, mais ça grouille d'acarien, c'est génial. Bon, c'est plein de poils et d'épines. Alors, pendant une semaine, on n'en bouffe plus, c'est tellement bon qu'on en remange la semaine suivante. Donc vous voyez que c'est intéressant. C'est pas que des jolis, c'est pas que des moches, c'est ça. Et on va prendre des animaux encore, comme la vache, qu'on va commencer à élever. Il y a trop de vaches sur la terre. C'est clair que mon discours est clair, il faut manger moins de viande et moins de poisson. Ça, c'est clair. Alors après, qu'est-ce qui a disparu? Sur 4 siècles, on dit 900 espèces terrestres, 20 espèces marines, donc ce n'est pas un bon critère. Alors les écolos se battent pour sauver ça. C'est beau. Moi aussi, j'ai envie de sauver ça aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que l'ours polaire et le tigre de Sibérie. Moi, je veux sauver le vrac. J'ai même mis une puce exprès, vous voyez. Je veux sauver le vrac. Tout ça est utile pour nous. J'avais une jeune femme, je suis allé à Hong Kong récemment, très mignonne. Elle me dit, je ne vais plus en jupe courte marcher dans un champ parce que j'ai des herbes folles qui me frottent le mollet. Oh. Que du béton et du bitume à Hong Kong. On en est où? Alors, vous comprenez pourquoi après les humains dans les villes sont plus capables de forcer le monde politique à prendre en considération la biodiversité et les animaux. Parce qu'on a perdu le contact avec eux, on ne sait pas ce qu'on mange en fait. Et là je vous ai mis les humains, montrer la grande intelligence d'Homo sapiens, ça c'est la plage chez moi de Banyuls, un 20 août. Alors j'ai fait une enquête parmi les gens qui étaient là. Alors il y a des Belges, il y a des Anglais, il y a des Italiens, il y a des Allemands, beaucoup de Hollandais et des Parisiens. Il y a très peu de Catalans quand même là. Parce que tous, ils vont à 18h02 se tremper dans une eau bourrée de bactéries fécales qui viennent de tous les gens qui accumulent ces bactéries dans l'eau depuis le début de la matinée. Et on a économisé 6 mois pour faire ça. Voilà. Et on est sapiens. Après, un petit problème, effectivement. La copine inutilisable pendant 15 jours. Le type dit, c'est pas possible, elle est venue en vacances avec moi. Ben, je dis, oui, regardez un petit peu dans quoi vous vous baignez. Hein. Il y a des bactéries partout. Voilà. Bon, alors après, la domestication a été à des grands moments. Pourquoi on a domestiqué le cheval et pas le zèbre? Pourquoi le renne et pas le cerf? Pourquoi le mouton européen et pas le mouflon? Pourquoi la vache et pas le buffle? Pourquoi la chèvre asiatique et pas la chèvre des montagnes rocheuses? Il y a des raisons à tout ça. Hein. L'humain, il y a 10-12 000 ans, s'arrête, choisit des animaux. Le premier domestiqué, c'est le chien, on va y revenir. Et ça, on commence à faire de l'élevage. C'est intéressant de voir d'ailleurs que les migrations d'élevage ont été est-ouest dans le continent asiatique et nord-sud en Afrique et en Amérique. Hein. C'est-à-dire que les gens ont fait passer leur technique d'élevage vers le sud. Et ça s'est passé dans l'autre sens ici, en Europe et Asie. Et puis tous les grands foyers qui ont été effectivement de culture. Ça a tout changé, bien sûr. Hein. Le jour où l'humain commence à domestiquer, d'abord on s'intéresse qu'à quelques espèces dans la biodiversité des animaux. Vous mangez combien de viande aujourd'hui à Paris? 4, 5? Allez, vous avez mangé une fois de l'autruche, on peut en trouver. Une fois du bison, une fois du kangourou. J'ai vu qu'il y en avait à vendre dans une boucherie un jour. Pardon? Zéro, oui. Mais je parle de ceux qui mangent de la viande. On est d'accord, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai dit que l'humain est fait pour manger de la viande. Mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais je comprends ceux qui n'en mangent pas, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, j'en mange beaucoup moins qu'auparavant. Mais je continue à manger des crevettes. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose où on en mange très peu. On a pris très peu d'espèces. Même avec ceux qui mangent zéro, les humains mangent de plus en plus de viande sur la Terre aujourd'hui. Des gens qui ne mangeaient pas de viande en Inde mangent de la viande aujourd'hui. Hein. Donc ça ne s'arrange pas l'histoire de la consommation de viande aujourd'hui. Hein. Le loup, c'est une très belle histoire. Le loup chinois a donné le chien. Et c'est un animal fabuleux. C'est quand même la seule espèce vivante, malgré toutes les légendes, qui a élevé des enfants humains. Aucun autre animal ne l'a jamais fait. On connaît ça en Amérique, on connaît ça en Europe, on connaît ça en Asie. Des années, hein. Les fils de gorille, ça n'existe pas. Donc là, on a une espèce très particulière qui a trouvé la connivence avec l'humain. Alors là, j'ai mis 15 000, peut-être 35 000 ans, il y avait les premiers loups. Vous savez qu'une théorie actuelle de la non-compétitivité, si on peut parler comme ça, de Néandertal vis-à-vis de Sapiens, ça a été le fait que les Néandertaliens n'avaient jamais domestiqué le loup en chien, que les Sapiens avaient réussi à le faire, et que les chiens prévenaient effectivement l'arrivée des Néandertaliens sur les campements de Sapiens. Très belle histoire, là je vous dis que le loup tout à l'heure est capable de faire des choses que ne sait pas faire le chimpanzé. Et voilà, on a domestiqué le chien bien avant les autres, mais on ne le mangeait pas, hein, c'était un animal de compagnie le chien. Là. Il y a des gens qui mangent des chiens aujourd'hui, hein, mais... Puis après le chat, la vache, le porc, la chèvre, le zébu, le lama, l'alpaca, l'âne, le cheval, le dindon. Donc Asie, Afrique et Amérique. Le dernier domestiqué, c'est le lapin. Il y a 2500 ans simplement, on domestique le lapin. C'est intéressant parce que le lapin à l'époque ne vivait que dans la péninsule ibérique, Espagne, Portugal et le sud de la France. Il n'y avait pas de lapin ailleurs. Et des lapins partout dans le monde entier aujourd'hui. Voilà une belle espèce invasive, quand on parle de ça, l'humain l'a mis partout. Et ce lapin ne vivait que là. Et le lapin a été très particulier parce qu'une bulle du pape l'avait déclaré animal aquatique. Donc on pouvait le manger les jours de carême.
Parce qu'en fait, ils prenaient des lapines gestantes, et ils mangeaient les petits lapreaux au sein de la maman, au sein de l'amnios, dans la poche avec les os. Donc c'était un poisson, et donc on pouvait les manger les jours de carême. Donc le lapin a pris comme ça un petit peu d'importance. Bon, ça c'est la coévolution de la consommation, effectivement, et puis de l'élevage d'animaux. Et on est passé récemment aux animaux aquatiques. Et là, ça explose le nombre. Hein. Donc bien sûr, vous voyez, on a élevé très très peu d'animaux terrestres il y a assez longtemps. On a commencé beaucoup plus tard les élevages d'animaux aquatiques, et là on a multiplié les espèces. On mange au moins 20 huîtres différentes, 20 moules, on mange effectivement des palourdes, on mange une trentaine d'espèces de crevettes, et puis on mange 300 espèces de poissons à peu près aujourd'hui. Donc, ceci a façonné la consommation humaine actuelle, mais a aussi fortement dégradé, bien sûr, l'environnement. On a enlevé les forêts. Regardez, mais les lémuriens s'accrochent à leurs derniers arbres. 109 espèces de lémuriens. Que à Madagascar, pas ailleurs au monde. Quand l'humain découvre l'île il y a 4000 ans, elle est à 92% recouverte de forêt. Aujourd'hui, il reste 12% de forêt à Madagascar. Et aujourd'hui, comme ils n'ont plus rien à manger, ils ne mangeaient pas, hein, ils mangent mes lémuriens aujourd'hui. Ça va durer une génération. Puis les 109 espèces de lémuriens vont repartir dans l'histoire. On coupe les forêts, plus d'évapotranspiration, il ne pleut plus. Et les paysans s'en vont. Cette jeune fille, là, je l'ai rencontrée sur une île, au nord-ouest de Madagascar, c'était l'été 2013. Sur ma réserve de lémuriens, on va régulièrement. J'arrive ce matin-là, il y a une famille. Elle est là avec 3 ou 4 garçons et puis 2, 3, 4 enfants. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites sur ma réserve de lémuriens? Elle me raconte son histoire. Elle a marché 800 km. Depuis des mois, de Tuléar, le sud de Madar, on a coupé tous les arbres. Il ne pleut plus. Elle avait une petite ferme. Chaque jour, elle est jetée parce qu'elle est jetée par des gens qui ont le terrain où elle arrive. Elle arrive là, les lémuriens n'ont rien dit. Elle s'est installée. Là, j'ai passé une nuit atroce. Parce que plus je parlais avec cette jeune fille, plus je l'aimais. Et plus je l'aimais, moins j'ai envie de la jeter. Ben, le lendemain, je suis allé voir l'armée en disant, ils ne peuvent pas rester là, c'est pas possible. Parce que si elle reste là, demain, il y aura 10 familles, et mes lémuriens, c'est fini, j'en aurai plus. Voilà le problème aujourd'hui. On me dit, oui, mais qui vous êtes pour pouvoir sauver des lémuriens face à des humains? C'est une vraie question. Ils sont 22 millions à Madagascar. Bornéo, la forêt pristine de Bornéo, gigantesque. Dernier tigre de Sumatra, là il restait 23 tigres dans la réserve. Les grands orang-outans, tout ça est coupé en morceaux pour faire de l'huile de palme. Alors on continue à avoir de la forêt, hein, mais c'est pas la même. Là c'est des petits soldats bien rangés dans une boîte, vous voyez, avec les palmiers à huile, jusqu'au bord du fleuve. Normalement c'est interdit, on ne doit pas cultiver, on doit laisser un bord côtier ici où doivent passer les animaux. Où sont les corridors pour que les orang-outans passent d'ici à ici? 23 millions d'hectares partis en Indonésie entre 2009 et 2013. La pêche, voilà, ça c'est sur une image, la plus grosse morue actuelle, là, des morues photographiées en 1902. Ça c'est les concours de pêche, et ça j'aime beaucoup parce que, vous savez, les humains adorent faire des concours de pêche, les mâles encore une fois, c'est un truc de mec, c'est pas un truc de femme ça non plus. Le mec il veut le plus gros truc, hein, il veut la photo avec le plus gros poisson possible. Alors, il est heureux comme tout, et vous voyez qu'entre 1926 et 2007, la virility a pris un sacré coup, il gagne ici avec 250 grammes ici. Là. Et ça c'est vrai partout au monde. On a tué systématiquement tous les grands poissons de tout l'océan et de toutes les mers de la planète. Philippe Curie dit 90% éradiqués en 15 ans. Il y avait des tours de 1 tonne avant la guerre. Hein. Le plus gros fait 600 kilos aujourd'hui, le plus gros espadon, la plus grosse langouste. Terminé. Là, on effondre les stocks de sardines dans le Pacifique, on pêche trop. Comme il n'y a plus de sardines, il n'y a plus d'oiseaux marins, il n'y a plus de baleines, il n'y a plus de poissons de haut de gamme qui, pourtant, sont les poissons intéressants pour les pêcheurs, ils valent beaucoup plus. Comme il n'y a plus de sardines, le zooplancton explose, il n'est pas mangé, il mange le phytoplancton, et lui joue un rôle fondamental dans la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique. La surpêche modifie le climat. Ça, c'est vrai au Benguela, en Angola, et c'est vrai aussi au Pérou. La ville, une image ici, une carte thermique de Paris. Le rouge, c'est que du béton. Le bleu sont des arbres dans Paris. Il y a 8 degrés d'écart entre le rouge et le bleu. Et je vous rappelle que la vague de chaleur de 2003, elle a fait 15 000 morts en France. La vague de chaleur en Russie en 2010 a fait 100 000 morts. On n'en a pas parlé, tout le monde s'en foutait, c'était des Russes, on s'en foutait. Hein. 100 000 morts en Russie en 2010, pour quelques degrés de plus. On dirait degrés, c'est pas grave. Ou alors on me dit, allez, acheter une maison en Suède, il fera le climat de Malaga demain en Suède. Vous allez voir, la tête du climat, c'est le Gulf Stream s'arrête en Suède. Hein. Donc vous voyez à quoi joue-t-on?
Mes grands ennemis sont les parkings de supermarchés, ça je me bats contre. Avec le maire de Montpellier, on va les détruire. Montpellier, 3 inondations en 6 mois. Hein. Parce que il pleut et puis l'eau peut plus s'écouler dans le sol, puis il y a des parkings de supermarchés. La trame verte, les trames bleues, l'arrivée des envahisseurs du Sud. Hein. Le tigre, il est partout. Il transmet la dengue, il transmet le chikungunya. On a eu 2 cas à Banyuls chez moi cette année de dengue, localement récupérés. On a des leishmanias et on a du chikungunya depuis quelques années déjà. Comment les hommes sont contaminés à partir de ces animaux? C'est intéressant. Première contamination possible, la maladie existe chez les animaux, mais pas chez l'humain. On a eu un cas incroyable au Maroc d'un type qui a été transfusé avec un sang de chimpanzé. Enfin, il fallait quand même le faire. Hein. Donc il a chopé un truc qu'il n'aurait pas dû choper. Voilà comment on peut faire passer à une maladie animale à un humain. Le cas le plus classique, c'est la maladie qui passe de l'animal à l'humain, mais qui ne fait pas de cycle chez l'humain. L'anthrax, le Nipah, les rabies, le West Nile virus, c'est-à-dire que vous attrapez la maladie d'un animal, mais vous ne transmettez pas aux gens qui sont autour de vous. Troisième cas, ça c'est sur 50 000 ans. Troisième cas, le pathogène passe de l'animal à l'homme et vous faites 1 ou 2 cycles chez les humains. C'est Ebola, c'est le monkeypox, c'est le Marburg, c'est le virus, effectivement. Là, c'est les chauves-souris pour Ebola, passent de la chauve-souris à l'humain et on peut contaminer 1 ou 2 personnes, mais pas beaucoup plus. C'est extrêmement virulent. Hein. Ebola nous a tué 86% de nos gorilles au Gabon il y a quelques années. Et vous avez vu sur l'épisode qu'on a eu en Afrique de l'Ouest, là, il y avait quand même souvent de 80% de morbidité, au-dessus de 50%. Hein. C'est un virus extrêmement actif. Il vient de quoi? Des forêts du Gabon qu'on ouvre. Vous ouvrez les forêts du Gabon, vous libérez les chauves-souris et vous réglez le problème de la surpopulation sur la planète. Hein. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très, très, très particulières. 4e cas, le pathogène passe de l'animal à l'homme et l'homme le transmet aussi entre eux, la dengue, la grippe, le typhus, Chagas, le choléra, tout ça. Et dernier cas, le pathogène n'est plus que chez l'humain, il n'est plus chez les animaux, et c'est spécialisé. C'est le cas de la syphilis, de la varicelle, du sida ou de la rubéole. Donc là, vous avez des maladies. Vous voyez, l'humain s'est contaminé d'animaux et assez peu de singes, finalement. Surtout les chiens, les chats, les vaches, les chèvres qui nous sont contaminés au cours de l'histoire de l'évolution. Et puis après, bon, ces parasites ou ces pathogènes ont évolué et ont fini par être spécialisés que chez l'humain. Alors là, nous, on a des cas, on se régale. Hein. Un médecin à Paris ne vous raconte pas, on voit des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Hein. Des types qui bouffent du poisson cru qui a jamais été préparé, donc des maladies de parasites qu'on n'avait jamais vues en France, qui étaient connues ailleurs. Hein. Et puis des maladies tropicales contractées en France tous les jours. Hein. Les spécialistes de maladies tropicales, maintenant, sont super demandés. Tout est partout. Un avion vous ramène de la dengue en quelques heures de Bombay à Paris. Hein. Chez ces animaux, on a trouvé des médicaments. Là, si je prends la mer, 25 000 médicaments trouvés chez les animaux marins, anticancéreux, antibiotiques, antiviraux. On fait des grandes découvertes médicales grâce aux animaux. La phagocytose, c'est grâce à l'étoile de mer. Richet, lui, c'est grâce à des méduses. Von Warburg, c'est grâce à l'oursin. Les deux, là, anglais, Hodgkin Huxley, découvrent la transmission de l'influx nerveux grâce au nerf de calmar, qui est 1000 fois plus grand en section que le nôtre. Voilà encore des beaux cadeaux des animaux qu'on jette à la poubelle. Campbell, sur Alzheimer, découvre les bases moléculaires de la mémoire grâce à une limace de mer, celle-ci, là. Timothy Hunt, prix Nobel de médecine en 2001, il découvre rien bien que moins que la molécule clé du cancer grâce à une étoile de mer. Ça ne se bouffe même pas, une étoile de mer. On l'aurait jeté à la poubelle. Grâce à l'étoile, il découvre cette molécule du cancer. Shimon Mura, c'est les protéines de méduse, et le trio en 2009 pour les travaux sur le vieillissement. Comment on vieillit, pourquoi on vieillit, comment ça se passe. Grâce à un truc qui vit dans les flaques d'eau, qui ressemble à rien du tout, et qui s'appelle tétrahyména. Voilà pourquoi il faut sauver le vrac. Y compris dans le monde agricole. 2007, très grave épidémie en Chine sur le riz, qui est la base de l'alimentation du monde indien. Des centaines de milliers de morts en Chine. Le riz reste tout petit comme ça. C'est le CIRAD français. Les Français font des bons travaux. Ils vont tester 6323 variétés de riz pour en trouver une perdue dans une vallée de l'Himalaya qui résiste parfaitement au virus. Ce riz aujourd'hui, celui-là, il fait 100 000 km² du rizière en Asie. Voilà à quoi sert la biodiversité. Ils ne sont pas tous bouffés la même chose, de la même source, au même moment, au même endroit. Gardons le maximum de variabilité génétique au sein de la nature, mais surtout au sein des populations d'intérêt agronomique, qu'elles soient animales ou végétales. Changement climatique, je termine là-dessus, il est là. Température de l'air et de l'océan qui augmente trop vite. La fonte des glaciers, je vous en ai parlé. Les cyclones tropicaux, comme jamais on a vu. Fortes pluies, inondations, sécheresse dramatique, manque d'eau. La chute de l'oxygène dans l'eau, plus l'eau est chaude, moins elle a d'oxygène.
Et enfin, la remontée du niveau de la mer. Voilà, c'est ça. On est confronté à ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Intérêt de la COP21. On est ici en Afrique, ces photos que j'ai faites il y a un mois. On est en Zambie. Les chutes du Zambèze, les plus puissantes chutes de la planète, il n'y a plus d'eau. Le Zambèze est sans eau. Le désert du Kalahari, avec des salaires incroyables. Le désert du Namib, ils grandissent tous les jours. Ici, dans le Namib, vous avez ce bateau qui était au bord de la côte. Il est maintenant dans le désert. Les éléphants n'ont plus d'eau. Ici, on a dû faire des trous d'eau avec des pompes immergées dans la nappe pour alimenter les animaux sauvages. Ce sont des hippotragues ici qui viennent boire. On fait ça grâce à des panneaux solaires. On est en Afrique, donc il faut d'énormes systèmes pour les protéger contre les éléphants. Et ça, c'est pour empêcher les babouins de monter sur le toit et de manger les panneaux solaires. Voilà. On est sur des cas d'écologie de terrain très particuliers. Mais c'est ça. Voilà le papier qui est sorti il y a quelques semaines qui montre que l'humain est un prédateur très particulier, très différent des tigres ou des panthères ou des lions. Et en fait, on épuise par la pêche ou par la chasse les espèces vivantes très très différemment des animaux sauvages. On est un super prédateur. Pour terminer, une image pour vous montrer l'écologie de terrain, encore une fois. On est en Inde, ici, Bangalore, 10 millions d'habitants, centre de l'Inde. Une très grande ville, beaucoup plus grande que Paris. On est au centre de l'Inde. Hein. Et au centre de la ville, c'est un immonde cloaque. En Inde, il n'y a pas de ramassage des ordures. C'est une catastrophe. Puis il fait chaud, donc vous imaginez les odeurs. Ça grouille d'énormes rats plus gros que des chats. Et les chiens viennent manger les poubelles en pleine ville. Qu'est-ce que mange une vache en pleine ville? Des sacs en plastique. Vous voyez? Ils mangent ça. L'oiseau sur la vache. Il y a des dindons, il y a des poulets. Tout ça, c'est l'Inde. Hein. Et puis, bien sûr, comme il y a beaucoup d'animaux domestiques et beaucoup d'humains, arrivent les animaux sauvages, les sangliers qui débarquent. Puis on est en Inde, arrivent les macaques. On est en pleine ville. Hein. Chacune élève son bébé au mois de mars, là. Enfin, un bébé par an. Chapartent ce qu'ils peuvent. Puis arrivent les serpents, qui viennent manger des rats. On dit, Indian, they don't like snakes. Ben, je dis, écoutez, si vous n'aimez pas les serpents, nettoyez votre ville, vous n'aurez pas de rats, vous n'aurez pas de serpents. Une femelle de King Cobra, beaucoup plus grave, la vipère de Russell, elle a au moins 8000 morts par an sur la conscience en Inde, la vipère de Russell. Et comme on est en Inde, en plein centre-ville, imaginez les Champs-Élysées, en pleine ville, débarque une panthère qui vient manger un chien. Voilà. Ça, c'est la vraie écologie, ça. Donc on est sur des systèmes qui sont un petit peu particuliers. Et ça, c'est aussi le monde dans lequel on vit en ce moment. Il n'y a pas que le nôtre. Il n'y a pas que nos modes de pensée. On ne tue pas d'animaux en Inde. On ne mange pas de viande. Mais ils ont beaucoup trop de vaches. Mais maintenant, en Inde, on commence à manger de la viande. On commence à en manger en Chine. Des gens qui n'en mangeaient pas. Dès qu'on a de l'argent et qu'on est riche, il faut qu'on mange de la viande. Vrai problème posé aujourd'hui. À Madagascar, ils ont beaucoup de vaches. Ils ne mangent pas de vaches. Voilà. On reste en Inde. Ce que dit Sri Aurobindo en 1915, à l'époque, on ne parlait ni d'écologisme politique, ni d'écologie scientifique. Il disait, si l'humanité veut survivre, il faut une transformation radicale. Ce que Edgar Morin appelle la métamorphose, en fait, aujourd'hui. On peut s'inspirer des animaux pour faire beaucoup mieux, la bio-inspiration. On s'inspire de formes, de couleurs, de mécanismes. Ça marche très très bien. Je pourrais vous en parler des heures, ça pour une autre fois. On utilise les sciences participatives, 10 000 personnes comme vous, 1,5 million d'heures de travail d'observation. On publie ça dans Nature Climate Change il y a 3 ans. Nos papillons, en 17 ans, ont fait 114 km vers le nord, nos oiseaux 33. On ne leur a pas dit que le climat changeait. Hein. Dans mon pays catalan, on a commencé les vendanges cette année à Banyuls le 13 août. Il y a 30 ans, on commençait le 13 septembre. Voilà, que dit Edgar Morin? Le vaisseau spatial Terre est emporté par un quadrimoteur, la science, bon, scientifique, ok, la technologie, d'accord, l'économie, laquelle, et le profit. Et il dit en fait, chacun de ces moteurs est ambivalent. Il peut être très bénéfique pour l'humanité ou très délétère. Et il rajoute en dessous, le probable pour quelqu'un comme nous qui se cultive, qui lit, qui est intéressant, c'est de dire qu'il est catastrophique, il est que nous allons vers l'abîme. Mais comme il est optimiste comme moi, il dit après, souvent, dans l'histoire de l'humanité, le probable ne s'est pas produit. Ben voilà pourquoi on se bat aujourd'hui. C'est pour que ce probable-là ne se produise pas. On peut tous le faire de façon commune, bien sûr. Hein. Le futur n'est pas joué. Et il parle de métamorphose, on renvoie à Sri Aurobindo. Ce n'est pas prévisible. Il nous manque une conscience, on est d'accord? Ça repose la question où commence la conscience chez l'animal, chez la souris, dit Jean-Pierre Changeux. La question d'humanité est planétaire, ça on ne sait pas faire. L'homo est faber, il n'est toujours pas sapiens, il sait faire. Il est démence beaucoup, il n'est pas encore sapiens. Je vais passer là-dessus. Voilà, je termine là-dessus. Merci.